Choix 98.1. Radio X. Choix 98.1. Choix Radio X. Avant, maintenant, tout le temps, à Québec, c'est toujours Radio X. L'original. Un auteur inconnu a déjà dit « Souvenez-vous qu'au moment de votre naissance, tout le monde était dans la joie, et vous, dans les pleurs. Vivez de manière qu'au moment de votre mort, tout le monde soit dans les pleurs, et vous, dans la joie. » Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Oh, que ce sera encore une fois une belle soirée en ce vendredi. Christian Page. Yannick Marceau. Oak Island, qu'est-ce que c'est que ça? Plein de courriels qu'on a reçus cette semaine. Des gens qui sont super excités. Je me suis dit, Colin, faudrait bien que je m'informe sur ce que c'est que Oak Island. C'est un buzz. Oui, effectivement. Et est-ce que tu as été faire tes recherches pour savoir de quoi il s'agissait? Oh oui, monsieur. C'est une île. Il y a des émissions qui se font sur cette île-là. Je pense qu'on est rendu à quoi? 8e saison? Ouais, 7e ou 8e saison du côté anglophone. Hein. C'est diffusé sur la chaîne History Channel aux États-Unis et en français sur Historia ici au Québec, qui en est à sa 3e ou 4e saison maintenant. Oui, et il y a des gens qui disent... J'espère qu'un jour, ils vont trouver quelque chose. Ouais, c'est un peu la grande question à propos de cette histoire du Money Pit, ou le puits de la fortune, ou le puits de l'argent, comme on l'appelle. En fait, c'est une cache au trésor que l'on suppose être sur cette île, l'île aux chênes, Oak Island, qui se trouve dans la baie de Mahon, en Nouvelle-Écosse. Moi, j'y suis allé à quelques reprises sur l'île. Je dois t'avouer, d'ailleurs, j'avais fait un reportage sur l'histoire de l'île aux chênes en 2003, je crois, 2004, pour ma série Dossier Mystère. Et à cette époque, écoute, c'est des petites anecdotes de tournage, mais à cette époque, l'île était à peu près pas accessible. Hein. Il y avait une espèce de dispute, une guerre de clôture entre Dan Blankenship, qui était l'un des propriétaires des terrains, en fait une grande partie des terrains qui se trouvent sur l'île. Il y avait un certain Fred Nolan, qui est également propriétaire d'une partie de l'île. Et ce Blankenship était également en dispute. Hein. Il y avait une querelle avec lui et son associé de l'époque, un type qui s'appelle David Tobias, un type de Montréal, hein, un financier de Montréal. Et là, tout le monde se disputait et là, il avait rendu l'île inaccessible. Donc, les images, je me suis repris après, mais les images que l'on voit malheureusement dans la série Dossier Mystère, les images de l'île que nous avons tournées, nous les avons tournées malheureusement en tournant autour de l'île avec un bateau. Donc, Blankenship nous avait interdit de mettre le pied sur l'île. Donc, on tournait autour de l'île, on tournait des images de cette manière-là. Et ça, c'est toutes des histoires que les gens ne savent pas. Hein. Si aujourd'hui, l'île est accessible pour les touristes, il a fallu éventuellement que le ministère du Tourisme en Nouvelle-Écosse mette son pied à terre et éventuellement avait menacé de retirer toutes les licences d'exploitation de l'île à Blankenship. Blankenship, on nous le présente dans l'émission, là, il est décédé maintenant, mais on le voit dans les premières saisons, les 2-3 premières saisons, on le voit. C'est un bonhomme très âgé, mais à l'époque, c'était un bonhomme qui était plus qu'âgé. Il était gâteux et il était également excessivement... il était peu sympathique, disons ça de cette manière-là. Et c'est un toqué, là. Tu sais, on avait beau essayer de discuter. Et même, moi, je m'étais plaint. Hein, je m'étais présenté au ministère du Tourisme. J'ai dit, c'est quand même incroyable qu'on puisse pas mettre les pieds sur l'île. Et à ce moment-là, eux-mêmes me disaient qu'ils étaient en démarche auprès de Blankenship pour essayer de le forcer. En fait, c'était vraiment un bras de fer. Le forcer à autoriser des gens à se rendre sur l'île, parce que il faut savoir que l'île est à 45 minutes de route de Halifax. Et c'est une histoire qui a abondamment été évoquée dans la presse, dans les médias.
et en particulier à partir de 1965, un article qui était paru dans la sélection du Reader's Digest sur cette histoire-là, qui avait fantasmé énormément d'amateurs, de chasseurs de trésors, qui a fait rêver finalement. Et les gens qui arrivent à Halifax se demandent est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'île Hawke, est-ce qu'on peut aller voir l'île aux Chênes? Et là, pendant de longues années, l'accessibilité à l'île était interdite, et ça, tout ça à cause d'une querelle. Et c'est Dan Blankenship lui-même qui avait décidé que dorénavant, l'île serait interdite. Donc, à moins d'être un propriétaire de l'eau particulier sur l'île, il avait installé sa résidence était immédiatement à l'entrée de l'île, et il y a une espèce de digue qui a été construite sur laquelle on a fait une espèce de pavage, et ça, c'est évidemment, ça s'inscrit dans c'est une route privée. Donc, Blankenship disait que c'était sa route, puis donc, il était pas question que personne circule dessus. Donc, c'était pas facile jusqu'en 2006-2007, mais on va revenir dans la deuxième partie de l'émission pour en parler, mais jusqu'en 2006-2007, avec l'arrivée des frères Lagina, qui, eux, se sont portés, en fait, à cause justement de ces querelles, les frères Lagina ont acheté les parts de l'île aux Chênes, de Hawke Island, qui était celle de David Tobias, l'associé de Blankenship. Ces gens-là se disputaient depuis des années. Oui. Ils n'arrivaient pas à s'entendre. Il y avait absolument aucune fouille qui se faisait dans l'île. En fait, les travaux étaient au point mort parce que les deux hommes n'arrivaient pas à s'entendre. Et Blankenship refusait de vendre ses parts. C'était clair que lui, il avait dédié sa vie à essayer de retrouver le trésor de l'île aux Chênes, le Hawke Island, et il était hors de question qu'il vende. Dan Blankenship, mais David Tobias, qui était à Montréal, à Westmount, je l'avais rencontré à quelques reprises. On avait discuté justement de cette histoire de l'île aux Chênes. Et lui, évidemment, en échange d'une somme d'argent considérable, il était prêt à se départir de ses parts. Et c'est ce qu'il a fait au profit des frères Lagina. Donc, les deux frères Lagina ont acheté les parts de David Tobias, le financier montréalais, et ils sont devenus, comme ça, partenaires avec Dan Blankenship. Et visiblement, les frères Lagina ont trouvé le discours nécessaire parce que peu à peu, l'industrie du tourisme a réussi à s'entendre avec les frères Lagina. Ils ont reparti le Hawke Island Treasure Tours, et là, à partir de là, l'accessibilité à l'île s'est rouverte, et donc les gens peuvent maintenant aller visiter cette fameuse cache au trésor, ce Money Pit. Donc, c'est un peu le sujet de notre émission de ce soir. C'est amusant parce que dès que j'ai commencé cette série des dossiers X-Files, c'est l'un des premiers sujets qui m'avait été demandé. Des gens disaient, est-ce que vous allez nous parler de l'île aux Chênes, le trésor du Money Pit et tout ça? Et puis, je repoussais ça toujours un peu. Je disais, oui, éventuellement, je vais faire un truc là-dessus. C'est un sujet que je connais bien comme je l'ai mentionné, pour y être allé, pour avoir déjà fait des reportages là-dessus. Les gens peuvent retrouver d'ailleurs mon compte rendu de cette histoire-là dans un de mes livres Dossier Mystère. Je crois que c'est le Dossier Mystère tome 1, où je raconte cette histoire de l'île aux Chênes, et je raconte justement à quel point c'était difficile de s'y rendre. Mais il y a tellement d'hypothèses. On parle peut-être des pirates, des Templiers, des Anglais qui étaient des soldats anglais qui auraient passé par là. C'est incroyable. Ouais. Et il y a quelque chose, Yannick, il y a beaucoup de choses dans cette série. Je veux pas, tu sais, je le sais. Non, le coït. Je te sens déjà sur le coït interrompu, là. Je veux pas péter la balloune, mais il y a quand même des choses que l'on ne nous dit pas dans cette série-là. Des choses qui sont quand même importantes et qui, à mon avis, devraient apporter pour les auditeurs un éclairage différent sur cette histoire de l'île aux Chênes. Donc, on va en parler beaucoup dans cette deuxième partie d'émission. On va avoir un court extrait, une entrevue que j'avais faite, tu te rappelles, ce printemps, j'avais fait une entrevue avec Christian Doumergue, un chasseur de trésors français qui s'est spécialisé dans toutes sortes de trésors, principalement sur l'histoire de Rennes-le-Château. Donc, on avait fait cette entrevue avec lui où on avait parlé de cette histoire du curé aux millions à Rennes-le-Château en France. Mais comme on était dans le discours de la chasse au trésor, et tu comprendras que j'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question sur l'île aux Chênes, qu'est-ce qu'il en pensait. Et il fait un bon résumé un peu de la découverte de ce fameux puits de l'argent, ou puits de la fortune, comme on l'appelle, là, dépendamment des interprétations. Parce qu'en anglais, c'est le Money Pit. Fait que tu l'appelles comme tu veux. Ouais. Et donc, il raconte un peu l'histoire. Je vais présenter en deuxième partie de l'émission cette entrevue que j'avais fait avec Christian Doumergue. Et ensuite, je vais te raconter des choses que tu n'entendras pas dans cette émission de la malédiction. En français, c'est la malédiction d'Oak Island. En anglais, c'est The Curse of Oak Island. Et donc, des choses qu'on nous cache,
Pas forcément, l'enjeu est peut-être pas si important que ça de ce qu'on ne nous dit pas, mais ça l'amène quand même un questionnement, ça l'amène des réflexions, et évidemment, ça pète un peu la balloune quand on connaît ces détails-là. Une dernière question avant de passer aux actualités de la semaine, Christian. Oui, vas-y. Okay. Tu sais, toi, là, il y avait des militaires à Area 51 qui te surveillaient, puis tu as décidé de franchir la barrière puis d'aller mettre un pied l'autre bord directement sur le territoire d'Area 51, OK? Oui. Puis là, il y a des militaires qui te flashaient, puis les militaires avaient des mitraillettes, OK? Ouais. Donc, t'as pas été plus loin. Mais là, t'es en train de me dire qu'il y avait un vieux fatigant il voulait pas que t'ailles sur Oak Island, puis tu t'es juste contenté de te promener autour en bateau? Ben, en fait, on a accosté du côté de l'île. Parce que il faut voir une toponymie là, des lieux. Hein, quand on arrive il y a cette fameuse digue sur laquelle il y a la route, la résidence des Black and Ship est juste au bout de ce pont-là, ce pont de terre, cette digue qui a été construite. Et la partie où se trouve le Monipit, aujourd'hui, il est très actif parce que les frères Lagina, on le comprend, ils tournent cette fameuse série de Curse of Oak Island, ils la tournent sur place. Les financiers principaux, là, ça va peut-être un peu dégonfler la balloune là, dès le départ, là, mais les principaux financiers qui creusent et qui mettent des sous, c'est History Channel. Ce n'est pas les frères Lagina. C'est sûr que eux investissent en partie, c'est leur quête, mais ils sont aussi les producteurs de la série. Donc, il y a toute une entente entre les frères Lagina et History Channel. Donc, cela étant dit, aujourd'hui, cette partie de l'île est relativement active. Ils y ont construit des baraquements, des bâtiments qu'ils occupent ou que des gardiens occupent. Mais à l'époque où moi j'ai tourné Dossier Mystère, on est en 2003-2004, cette partie-là de l'île, elle est complètement déserte. Donc quand on a fait le tour de l'île, je me rappelle, le producteur-réalisateur de Dossier Mystère était Jean Leclerc. Il y avait moi, il y avait un caméraman de mémoire, là, un type qui s'appelle Richard Laniel, qui était avec nous. Et on a fait le tour de l'île. Et quand on est arrivé du côté de la baie où se trouve le Monipit, c'est complètement, à ce moment-là, c'est désert. Et il n'y a plus d'arbres. On a coupé la forêt. C'est vraiment une terre qui est à jour, là, qui est un peu, je dis de la terre, mais en fait, c'est un gros trou de boue. En fait, toi, t'es arrivé du côté de Sherdam Cove. Ouais, c'est ça. Donc, on a accosté à ce moment-là, on est sorti, on a débarqué on avait un petit bateau, on a débarqué, on a tourné quelques images où on voyait là tous les bâtiments abandonnés, tout ça. Ouais. Et puis, écoute, on est remonté ensuite sur le bateau et on a quitté. Donc, tu vois, là j'y crois. Là, j'y crois. Tu vois, c'était effectivement. Mais les images, c'est quand même les images qu'on présente dans le document à Dossier Mystère. Ce sont principalement des images on voit la maison d'ailleurs de Nolan, et on fait le tour, et là on arrive là où se trouve le fameux Monipit en question. Fait que donc c'était pas facile. Et à ce moment-là, quand les gens me parlaient de ça, ils me disaient j'aimerais ça que j'aimerais ça y aller, j'aimerais ça visiter les lieux. Puis là, je leur disais il faut peut-être voir avec le ministère du Tourisme de la Nouvelle-Écosse. Je sais qu'à ce moment-là, il est en négociation, mais bon, aujourd'hui, c'est tout à fait accessible. Puis ça vaut la peine, hein. C'est quand même une histoire qui a marqué l'imaginaire, qui est peut-être pas aussi fantastique que certains voudraient nous le faire croire. On reviendra là-dessus. Mais c'est quand même une histoire qui fait rêver, cette histoire du Monipit. On pense à l'actualité de la semaine. On aurait enfin des réponses pour ce qui est du Loch Ness. Écoute, ça, c'est une nouvelle qui me fait énormément plaisir. J'étais excité par cette nouvelle-là parce que je l'attendais depuis à peu près une année. Il faut savoir que l'an dernier, été 2018, il y a un scientifique, un généticien de l'université d'Otago à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, un type qui s'appelle Neil Gamel. Ce type-là s'était rendu au Loch Ness. Bon, le Loch Ness, pour les gens qui ne le savent pas encore, c'est un long lac. Hein, il fait 40 km de long sur à peu près 1,5 km de large. C'est une espèce de cicatrice là, dans le visage de l'Écosse. Il va du nord, grosso modo, du nord au sud. Il traverse entièrement l'Écosse. Et ce Loch Ness, donc depuis le 6e siècle, en fait depuis le 565 à peu près, après Jésus-Christ, il a la réputation d'être l'antre d'une créature lacustre,
un monstre qu'on a surnommé affectueusement Nessie. Donc, il faut savoir que les premiers récits, ce sont des récits qui sont un peu légendaires, qui sont un peu aussi associés avec des récits religieux. Hein. On raconte que la première apparition du monstre, il y avait un moine, un évangélisateur, si je puis dire, irlandais, Saint-Colomban, qui se trouvait sur place. Il était là pour évangéliser les Pictes. Les Pictes, c'est un peu comme les sauvages de la place. Donc, il est là pour les évangéliser. Et au moment où il arrive sur les bords du Loch Ness, il voit des gens qui ramènent un bateau à terre. Hein, ce sont de ces Pictes, de cette communauté autochtone locale. Donc, on ramène ce bateau à terre et l'on raconte qu'il y a eu un monstre qui est dans le lac. Et là, au moment où il y a un homme qui revient en nageant, la créature surgit derrière lui, et là, Saint-Colomban se place sur les rives, et là, dit à la créature, retourne dans les abysses, et là, la créature retourne dans l'eau. Donc, on a un récit religieux qui parle de manière très imagée de l'apparition de cette créature, et c'est vrai que dans les siècles qui ont suivi, d'autres histoires de monstres ont été associées au Loch Ness. Il faut vraiment attendre 1933, et la construction, parce que à ce moment-là, le Loch Ness, il faut savoir que les routes, d'abord les routes en dallage, ensuite les routes de terre, tout ça, et enfin les routes bitumées. Il faut vraiment attendre, là, à travers le Moyen-Âge et la Renaissance, tout ça, le Loch Ness était difficilement visible de ces routes que l'on faisait. Hein. C'était des routes rurales qui étaient empruntées par des chariots, des charrettes, et le Loch Ness était souvent caché par des arbres. Donc, on n'a pas beaucoup de récits d'apparition du monstre. Et puis, en 1933, on construit une première route, là, une route avec de l'asphalte qui longe tout le Loch Ness. Et à ce moment-là, on va déboiser une partie de la rive, et ce qui permet aux gens qui circulent en voiture d'avoir une vue ouverte sur le Loch Ness. Et à partir de 1933, les apparitions du monstre vont se multiplier à un point tel que le Loch Ness va devenir célèbre à travers le monde pour son histoire de monstre, et le monstre du Loch Ness est aujourd'hui un rouage important dans l'industrie touristique locale. Moi, je pense qu'à quelques reprises, on en a parlé, mais j'ai toujours été frappé dans un petit village, Drumnadrochit, où il y a à peu près 200 habitants, il y a à peu près 20 hôtels, 2 musées du monstre. Écoute, c'est quand même hallucinant de voir ça, là. La façon dont on exploite le monstre, c'est vraiment excessif. Quoi qu'il en soit, l'an dernier, ce Neil Gemmell, ce généticien de l'Université de l'Otago, se rend au Loch Ness, et il a fait à peu près 250 prélèvements d'échantillonnage d'eau. Et à ce moment-là, Gemmell avait clairement spécifié dans les médias que son objectif n'était pas de déterminer si oui ou non le monstre existait, mais son objectif était d'établir un profil, une image précise de la faune du Loch Ness. Il faut savoir qu'il appliquait en fait une nouvelle technologie qu'on appelle de l'ADN environnemental. Donc, qu'est-ce que c'est que cet ADN environnemental? Il faut savoir que tout être vivant pollue son environnement, que ce soit par des bouts de peau, des bouts d'ongles, que ce soit par des excréments, que ce soit par de l'urine, peu importe, on contamine notre environnement. Et c'est encore plus vrai c'est encore plus facile à démontrer ou à analyser dans un environnement liquide, hein, aquatique, hein, parce que bon, ces particules sont en suspension dans l'eau, et en faisant donc des prélèvements d'échantillons d'eau, on peut déterminer comme ça avec un séquençage quelles sont les espèces qui vivent dans cet environnement-là. Donc c'est un peu ce que faisait Neil Gemmell l'an dernier, donc ces prélèvements d'eau, et il disait, écoutez, mon idée c'est de savoir quels sont les animaux qui vivent dans le Loch Ness, et non pas forcément de déterminer si oui ou non il y a un monstre, mais s'il y a une créature mystérieuse, inconnue dans le Loch Ness, on pourra en établir l'existence de manière scientifique. Et moi, j'adore cette approche où des scientifiques apportent une réponse à ce qui relève bien souvent du mythe, des légendes, du folklore et des interprétations d'un tout en chacun. Et tu le sais, j'aime pas beaucoup les paranormaleux qui s'improvisent biologistes, chimistes, scientifiques, et qui souvent n'ont même pas une formation de secondaire 5. Ça m'agace toujours un peu dans le milieu du paranormal, et ces gens-là souvent se lancent dans des hypothèses là, tout à fait excentriques pour essayer de raconter ou justifier leurs croyances. Donc,
Neil Gamel a tenu cette semaine, donc après une année de suspense, il a tenu en début de semaine un point de presse à Drumnadrochit, donc ce petit village sur les bords du Loch Ness, où les journalistes étaient invités, et là il a présenté ses conclusions. Et ces conclusions sont les suivantes. Donc, on parle de 250 échantillons d'eau qui ont été prélevés sur le Loch Ness. Immédiatement, Gamel a bien mentionné qu'il ne peut pas se prononcer sur l'ensemble de tout le Loch Ness, mais il est fort probable que la zone dans laquelle il a fait ses prélèvements d'échantillons est probablement comparative ou à tout le moins identique, un miroir à ce qui doit des échantillons qu'il aurait pu prélever, par exemple, plus au nord ou plus au sud. Donc, 250 échantillonnages d'eau, des millions de séquençages, et il a établi qu'il y avait 3000 espèces de formes d'organismes vivants qui se trouvent dans le Loch Ness. Et quand je dis organismes vivants, ça va des bactéries, en passant par des petits mollusques, en passant par, bien sûr, les poissons, la faune plus complexe. Et il arrive en disant, avec un certain humour, il dit, ça va décevoir sûrement des gens, mais il n'y a pas de plésiosaures dans le Loch Ness. Donc, l'idée là de ce survivant de la préhistoire qui vivrait dans le Loch Ness depuis des milliers, sinon des millions d'années, c'est à exclure. Il dit qu'il n'y a pas non plus de poissons-chats. Ça avait souvent été évoqué, l'idée des poissons-chats, parce que c'est vrai que les poissons-chats peuvent devenir énormes. Donc, on s'est dit peut-être y a-t-il un poisson énorme dans le Loch Ness. Il n'y a pas non plus d'esturgeons. Ça, j'avoue que c'est une découverte, une annonce qui m'a un peu renversé. Parce que moi-même, jusqu'à hier, si tu m'avais posé la question, les esturgeons étaient mon hypothèse favorite. Il y a quelques années, alors que j'étais au Loch Ness, j'avais été déjeuner avec le directeur du musée du Loch Ness, du monstre du Loch Ness, qui se trouve à Drumnadrochit, un type qui s'appelle Adrian Shine. C'est un biologiste. Il a mené de nombreuses recherches sur le Loch Ness. Et quand j'étais de passage, donc il était là, puisque c'est lui qui dirige le musée, on peut facilement le rencontrer. Et je l'invite au déjeuner et on va manger un sandwich ensemble. Et l'hypothèse que lui évoquait pour le monstre du Loch Ness, on le dit bien, c'est une hypothèse, il excluait la possibilité d'un animal inconnu ou encore un survivant de la préhistoire. Mais comme biologiste, il était plutôt favorable à l'idée que des esturgeons de la Baltique, qui sont quand même des gros poissons qui peuvent atteindre 3-4 mètres de long, pouvaient passer par le canal calédonien, remonter jusque dans le Loch Ness, faire de courts séjours dans le Loch Ness avant de retourner en mer Baltique. Donc, c'était l'hypothèse que proposait Adrian Shine, et c'était également j'avais fait mienne un peu l'hypothèse d'Adrian Shine, puisque lui-même est un biologiste et avait une connaissance encyclopédique du Loch Ness. Et là, voilà que les analyses du Dr Gamel montrent qu'il n'y a pas d'esturgeons dans le Loch Ness. Donc, continuer à croire, continuer à entretenir cette hypothèse serait là, tout à fait utopique. Il n'y a pas non plus de requins, parce que je sais que ça peut paraître étrange, mais il y a un type de requin qu'on retrouve en mer Baltique, qu'on appelle les requins du Groenland. Ce sont des requins qui ont une très très longue durée de vie. La toute dernière étude montre qu'on a trouvé des requins du Groenland qui pourraient avoir jusqu'à 500 ans. Et ces requins du Groenland, comme d'ailleurs les bull sharks, les requins taureaux, ont une curieuse habilité, celle de s'adapter aisément en eau non salée, donc en eau douce. Donc il était possible, certains ont émis l'hypothèse que peut-être une communauté de requins du Groenland aurait pu là aussi, en passant par le canal calédonien, remonter jusqu'au Loch Ness et s'être adapté aux eaux douces du Loch Ness et vivre là dans le Loch Ness. Mais encore une fois, les analyses ADN de cette étude ADN environnementale montrent qu'il n'y a pas non plus de requins et il n'y a pas non plus d'ADN inconnu dans le Loch Ness. Donc, l'idée que si ce n'est pas un plésiosaure, certains, je sais, les amateurs de cryptozoologie, donc l'étude de ces animaux inconnus de la science, certains seraient peut-être tentés de dire, peut-être que c'est pas un plésiosaure, mais peut-être c'est un animal qui est inconnu de la science. L'étude du Dr Gamel exclut cette possibilité-là. En revanche, ils ont trouvé énormément d'ADN d'anguilles. Et le type d'anguilles qu'on peut retrouver dans ces eaux froides du Loch Ness, ce sont une variété d'anguilles qui peuvent atteindre de 4 à 6 mètres. Tu te rends compte que quand même 6 mètres, là, c'est une vingtaine de pieds de long, là.
c'est des grosses anguilles, là. Donc, bien sûr, l'ADN ne permet pas de déterminer la taille de l'animal. Donc, tu comprends, Gemmel dit, je peux pas vous dire s'il y a pas des anguilles qui mesurent 50 pieds de long, là. Je peux pas vous dire ça. Mais l'ADN montre qu'il y a énormément d'anguilles, et les anguilles, la variété d'anguilles qu'on retrouve dans le Loch Ness peuvent atteindre de 4 à 6 mètres de long. C'est quand même de très, très grosses anguilles. On peut imaginer que certaines d'entre elles ont peut-être atteint des tailles beaucoup plus grandes, et elles ont pu, à certains moments, alimenter les légendes de monstres dans le Loch Ness. Mais là, pour l'instant, faut quand même le dire, c'est un verdict scientifique excessivement étoffé, et à travers ça, maintenant on a des pistes à suivre pour essayer d'imaginer des hypothèses, pour essayer de comprendre ce que les gens rapportent avoir vu au Loch Ness. Parce que faut quand même le dire, même si aujourd'hui on dégonfle un peu l'idée d'une créature mystérieuse, inconnue, fantastique, jamais le professeur Gemmel, ni moi, ni personne d'autre, on ne remet pas en question les témoignages des gens. Les gens, et ça je l'ai souvent dit à ce micro, que ce soit dans des histoires de maisons hantées, des histoires de fantômes, des histoires d'ovnis ou encore des histoires de monstres, les gens généralement racontent ce qu'ils croient honnêtement avoir vu. C'est au travail d'enquêteurs de déterminer quelle est maintenant l'hypothèse la plus vraisemble. J'imagine que l'industrie touristique doit pas être très, très, très content là, de cette analyse-là. Non, c'est sûr que pour l'industrie touristique locale, on misait beaucoup sur l'existence d'un animal inconnu dans les eaux du Loch Ness. Et ici, c'est sûr que l'analyse du Dr Gemmel vient fermer la porte à cette interprétation. Donc, on parle davantage peut-être d'anguilles qui seraient énormes, de très, très grandes anguilles, mais on parle quand même, on reste dans, je fais pas un mauvais jeu de mots, là, mais on reste dans des eaux connues. Et ces eaux, ce sont celles d'animaux parfaitement établis selon les registres, comme étant une faune qui habite le Loch Ness. Donc, on parle d'anguilles, et ça ne remet pas en question la qualité ou l'honnêteté des témoignages qui sont rapportés concernant la présence d'un animal inconnu dans les eaux du Loch Ness. Les gens voient ça, ils le rapportent honnêtement. Maintenant, la science s'est prononcée là-dessus. Il s'agit certainement d'autre chose que l'interprétation populaire. Est-ce qu'il y aurait eu des Vikings au Canada? Oui ou non? Il y en a eu. Et là, tu vas voir que ce que je vais te raconter, ça peut paraître complexe, mais en même temps, c'est tellement fascinant et ça ouvre de nouvelles perspectives tout à fait fantastiques. Donc, on le sait, au Canada, il y a un petit village à L'Anse-aux-Meadows. L'Anse-aux-Meadows, ça se trouve à l'extrême nord de Terre-Neuve. C'est vraiment à la pointe nord de Terre-Neuve. Écoute, je sais que je deviens un peu gâteux et je radote, là, mais quand j'ai tourné Dossier Mystère en 2003-2004, on avait fait un reportage sur la disparition de l'oiseau blanc, ou d'un avion qui est disparu là, de façon un peu mystérieuse, au-dessus de Terre-Neuve. Et j'avais fait un tournage à ce moment-là, et comme on était sur place, le tournage s'était principalement déroulé à Saint-Jean-Terre-Neuve, et après ça, avec toute l'équipe de tournage, on est remonté jusqu'à L'Anse-aux-Meadows. Écoute, c'est vraiment le bout du monde. T'es perdu au bout complètement de Terre-Neuve. Là. Après là, quand tu regardes là, devant toi, là, la prochaine étape, là, c'est l'Antarctique ou c'est le Groenland. Là. Je me rappelle, cette journée-là, il ventait, il pleuvait, c'était très humide. Et même si on était en été, j'avais un manteau sur le dos, puis il faisait froid. Là. C'est vraiment le bout du monde. Donc, à cet endroit-là, à L'Anse-aux-Meadows, dans les années 60, des historiens et des archéologues ont découvert les vestiges d'une petite colonie viking. Bon, là, je vais utiliser le mot viking, quoique les historiens et les archéologues préfèrent utiliser le mot des Norrois, donc d'un peuple du Nord. Donc, mais pour le besoin de la conversation, utilisons le mot viking. Donc, ils ont découvert cette petite communauté viking qui aurait établi cet avant-poste et qui aurait occupé cet avant-poste selon les analyses au carbone 14, parce qu'on a trouvé des artefacts, tout ça, des bâtiments, on les a restaurés. Aujourd'hui, les gens peuvent visiter cet endroit-là, même si c'est très éloigné. Les amateurs peuvent se rendre jusque-là. Le village a été reconstruit un peu comme il devait être à l'époque, et quand je dis village, c'est quelques bâtiments dont une très, très grande importance. Une très importante construction au centre, c'était ce qu'on pourrait qualifier, par exemple, de Long House, la grande maison d'habitation. Et là, il y avait de très nombreuses familles qui habitaient cette grande maison. Donc, selon les objets découverts sur place qui témoignent de cette occupation humaine, les analyses au carbone 14 montrent que l'endroit a été occupé principalement de 986 après Jésus-Christ jusqu'à 1022. Donc, on parle grosso modo d'une occupation d'à peu près 40 ans.
Et là, voilà, donc on savait que les Vikings avaient occupé cet endroit-là, et ensuite ils sont retournés visiblement au Groenland. On sait qu'au Groenland, il y a eu, là, entre le 10e et le 13e siècle, d'importantes colonies qui ont passé de quelques centaines à quelques milliers d'individus. C'est quand même des colonies importantes. Et on sait dans des récits, par exemple, du 13e siècle, 12e, 13e siècle, des récits vikings qu'on a retrouvés au Groenland, ces gens-là parlaient d'une colonie qui s'était installée à l'ouest du Groenland, sur les terres de Vinland. Et Vinland, c'était visiblement cette partie de cette petite communauté à Lance aux Meadows. Bon, tout ça étant bien établi par les historiens et les archéologues canadiens. Ici, on n'est pas dans un domaine de controverse, là. Ça, c'est tout à fait clair. Mais voilà que l'été dernier, des archéologues et des historiens qui se trouvaient à Lance aux Meadows ont décidé de faire des prélèvements de tourbe pour essayer de regarder quels étaient les sols qu'on avait utilisés à l'époque, est-ce qu'on avait utilisé des engrais, etc. Et au moment où ils ont fait ça, en déplaçant la terre, ils ont trouvé, sur 2 tranchées en fait, ils ont trouvé des traces d'une occupation humaine. Et d'une occupation humaine beaucoup plus récente. Alors là, évidemment, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est? On a commencé à analyser ça. Ce sont des artefacts, en fait, qui montrent qu'il y a eu une occupation humaine, viking, très certainement, mais beaucoup plus importante et beaucoup plus longue qu'on l'aurait cru au départ. C'est-à-dire que on croit que la première colonie s'est établie de manière soutenue entre 986 et 1022, et ensuite ils sont retournés au Groenland. Mais ces traces d'occupation plus récentes montrent que jusqu'au 13e siècle, des communautés de vikings partaient du Groenland et venaient pour des courts séjours habiter ces installations qui étaient à Lance aux Meadows. Et quelle est l'importance de ça? Bon, tu me diras, que les Vikings occupaient ça pendant 40 ans ou 250 ans, quelle est l'importance? Et là, tu vas voir que ça fait tout son sens par rapport à des hypothèses ou des théories qui sont beaucoup plus contestables sur le plan historique, mais qui, avec ces découvertes, viennent ajouter de l'eau au moulin à ceux qui les défendent. Il faut savoir que à partir du nord un peu du Canada, donc grosso modo là, de la Nouvelle-Écosse, jusqu'au Connecticut, au cours du dernier siècle, on a fait toutes sortes de découvertes plus ou moins étranges. Des pierres, par exemple, avec des symboles gravés dessus, qui ressemblaient, par exemple, à de l'ogam, de l'écriture qu'auraient utilisé des peuples celtiques ou des peuples nordiques, quelque part autour du 11e, 12e siècle. Donc, une espèce de présence ou de visite de peuples nordiques venus d'Europe qui auraient visité l'Amérique du Nord. On a retrouvé, dans les années 40 ou 50, sur les bords du lac Ontario, au Canada, on a retrouvé une épée viking. L'origine de cette épée est très contestée, très contestable. Elle est quand même exposée aujourd'hui au Musée royal de Toronto, avec évidemment toutes les bémols nécessaires, mais c'est quand même une épée viking authentique. Donc, il n'y a aucun doute que l'épée, elle est authentique. A-t-elle été amenée plus tardivement par des gens, des collectionneurs? A-t-elle été apportée par les Vikings? Quoi qu'il en soit, on a toutes ces traces-là qui ont été découvertes le long de la côte est de l'Amérique du Nord jusqu'au Connecticut et même à l'intérieur des terres. Et il y a même un ouvrage qui a été publié il y a quelques années qui s'intitulait « Les Vikings dans le Saint-Laurent ». Donc, tu vois un peu cette idée, cet aspect que proposent des réhistoriens ou des historiens amateurs en disant, voilà, peut-être que l'occupation ou les visites vikings ont été beaucoup plus importantes qu'on le croyait. Ce que les historiens, les archéologues rejetaient. On ne fermait pas la porte, on s'entend bien, on ne fermait pas la porte, mais on rejetait en disant, c'est douteux parce que l'occupation viking a été trop courte, quelques 40 ans à peu près à Lance aux Meadows. Ensuite, ils sont retournés au Groenland et rien n'indique qu'ils ont occupé ou qu'ils soient pénétrés plus profondément dans les terres, ni même qu'ils ont eu des contacts avec des groupes autochtones. Et là, voilà que ces nouvelles découvertes montrent en fait que l'occupation viking a été beaucoup plus longue qu'on l'aurait cru. Et là, bien évidemment, ça relance toute cette histoire-là. Les légendes autochtones, par exemple, qui nous parlent d'hommes blancs venus de contrées lointaines, les historiens avaient tendance à dire que c'était une sorte de remouture des premières rencontres entre les Européens, par exemple comme Jacques Cartier, et les Autochtones. Alors que d'autres disaient non, ces récits-là sont beaucoup plus anciens, donc ils semblent témoigner de contacts encore plus anciens, pourquoi pas des contacts avec des Vikings ou les Norrois, comme les historiens aiment les appeler. Et on disait non, l'occupation n'a pas été assez longue. Quant aux découvertes qui sont faites le long de l'Amérique du Nord,
sur la côte Est, mais là encore, c'était le même discours. C'est pas rejeté, c'est pas sûr, on dit pas non, mais l'occupation viking a été encore trop courte. Alors là, voilà, cette nouvelle découverte vient relancer tout ce débat-là. Finalement, les Vikings ont peut-être été beaucoup plus longtemps qu'on le croyait au Canada, et ils ont peut-être exploré davantage de terres que cette simple petite contrée autour de L'Anse-aux-Meadows, au nord de Terre-Neuve. À un moment donné, il va falloir refaire l'histoire qu'on nous raconte à l'école. Oui, c'est sûr, mais tu vois, c'est ça qui est fascinant, c'est que l'histoire, elle est comme ça, c'est-à-dire que l'histoire est pas quelque chose de monolithique qui est comme statique, hein, c'est quelque chose qui évolue en fonction de nos connaissances. Ce que l'on croyait il y a 20 ans ou 30 ans, ce sont des hypothèses, et les hypothèses, elles sont là pour être défaites, reconstruites en fonction de nouvelles recherches. Donc l'hypothèse, c'est l'hypothèse dominante, c'est ce qui tient le haut du pavé pendant un moment, jusqu'à ce que de nouvelles découvertes viennent changer la donne. Okay, donc les premiers Vikings seraient arrivés vers quelle année au Canada? On croit que les Vikings sont arrivés vers 960, 980 à peu près au Canada. Ils ont installé cette petite communauté à L'Anse-aux-Meadows, qu'ils auraient occupée dans un premier temps jusqu'aux alentours de 1020. Et ça, c'était la vision que l'on avait jusqu'à ce que ces nouvelles découvertes viennent montrer que L'Anse-aux-Meadows a peut-être été occupé de manière plus soutenue dans des petites périodes de temps. Hein. On comprend bien qu'ensuite, ça n'a pas été une occupation qui a été permanente, mais des petits voyages où des gens sont venus occuper les lieux pendant quelques semaines, sinon quelques mois, avant de retourner au Groenland. Et tout ça, ils l'auraient fait jusque quelque part, là, à la fin des années 1200, c'est-à-dire tout début jusqu'à fin du 13e siècle. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec Jacques Cartier? Ah, ça, c'est amusant parce que les gens disent, OK, est-ce qu'on devrait dire que l'Amérique du Nord a été découverte par les Vikings plutôt que par Jacques Cartier? C'est pas mal plus vendeur par les Vikings. Ou est-ce qu'on devrait dire que l'Amérique a été découverte par les Vikings ou les Celtes avant Christophe Colomb? En fait, ce qu'il faut, pour les historiens, j'ai souvent eu cette conversation, c'est, en fait, il faut bien savoir que quand les Vikings occupaient L'Anse-aux-Meadows, jamais ils n'ont imaginé qu'ils étaient sur un nouveau continent. Et c'est cette notion-là qui va faire qu'on va attribuer à Jacques Cartier ou encore à Christophe Colomb la découverte soit de l'Amérique du Nord ou des Américains, parce que ces gens-là sont conscients qu'ils sont sur une nouvelle terre. Alors que les Vikings n'avaient pas cette vision-là. Pour les Vikings, L'Anse-aux-Meadows, c'était un petit avant-poste installé sur une île à l'ouest du Groenland. Jamais les Vikings où les Norrois n'ont imaginé qu'ils étaient sur un nouveau continent. Et c'est cette notion de perception d'être sur un nouveau continent qui fait, et ensuite de ça, les contacts n'ont pas eu d'impact important. Alors que les contacts de Jacques Cartier avec les groupes autochtones ont transformé le paysage social, le paysage de la culture. Ça a été vrai également lorsque Christophe Colomb est arrivé en Amérique, au milieu dans les Caraïbes. L'impact culturel sur les sociétés en place a été énorme. Je ne te parlerai pas de l'arrivée des conquistadors espagnols en Amérique centrale et en Amérique du Sud, là, qui s'est d'ailleurs soldé par d'épouvantables génocides. Mais les contacts ont été soutenus et ces contacts ont transformé le paysage en lui-même. Alors que visiblement, les contacts, si les Vikings se sont établis à L'Anse-aux-Meadows, ce qui ne fait aucun doute, leurs contacts avec des groupes autochtones, parce qu'on sait qu'il y avait des groupes autochtones dans cette région-là, et ça depuis 5000 ans, il y avait des groupes autochtones. Hein? Les descendants, les ancêtres des Inuits d'aujourd'hui vivaient dans ces secteurs-là. Ils ont quelques récits de contacts avec l'homme blanc, des récits d'hommes blancs à la poêle, avec des barbes et venus sur des grands navires, etc. Donc des légendes de ce type-là. Mais en dehors de ces légendes, visiblement, il n'y a pas eu de contact soutenu et l'impact culturel entre ces sociétés d'Europe et ces sociétés autochtones a été somme toute négligeable. Alors ce sont ces éléments-là sur lesquels les historiens s'appuient pour donner un peu la paternité d'une découverte. Et je ne crois pas que même si on change notre vision de l'occupation viking à L'Anse-aux-Meadows ou à Terre-Neuve, je ne crois pas que cela va remettre en question la paternité de Jacques Cartier pour la découverte de l'Amérique du Nord ou encore de Christophe Colomb pour les Amériques. Donc on garde Jacques. On garde Jacques. 8h38, courte pause, on vient. Radio X Files. Radio X. 90 minutes. Là, tantôt, José un petit peu avec maman m'a dit, là, vous n'utilisez pas le terme
des cochons. Je peux pas utiliser d'autres termes. Un fumeur qui respecte pas à la fois les lois et les autres individus, c'est un cochon. Avec DH, lundi au vendredi, 18h. Radio X. Présenté par Planète X. Demeurez toujours informés de nos nouveautés, promotions et produits exclusifs en visitant l'une de nos 6 succursales ou notre nouveau site revampé, monplanetx.com. Jeff Fillion. Tous les cœurs en émoticône, ils ont une signification. T'es-tu au courant de ça? Oui. Mettons une fille envoie un cœur vert à un gars, c'est que ça veut juste 60 000. Ton chien mort. Je m'envoie des verres à ma blonde de temps en temps. Hein? T'as friendzoné ta blonde? Oh, Lynn, j'aime mal mon affaire. T'es-tu sérieux? Ben oui. Jeff Fillion. Lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Une présentation de Banlieue Ford à Saint-Apollinaire à seulement 12 minutes des ponts. Profitez-en pour venir épargner jusqu'à 15 000 $ durant le prix des employés Ford. Banlieue Ford, les pros de Saint-Apo. Marceau le soir, une présentation du bistrot-bar L'Atelier. Venez découvrir notre nouveau menu entièrement renouvelé. Vous serez renversé. L'Atelier sur Grande Allée. Démarrer une entreprise, c'est pas évident. On part ça comment? On le fait comme travailleur autonome, enregistré, incorporé. Il y a la comptabilité, les impôts, la tenue de livre. Pour comprendre votre réalité d'entreprise, ça va vous prendre des entrepreneurs. Travailleurs autonomes, dirigeants d'entreprise, investisseurs, oubliez le comptable au bas brun. Choisissez votre premier conseiller d'affaires, le mieux Nollet. La gestion de votre entreprise est un mystère. Avec plus de 200 employés à votre service, ça va changer. Le mieux Nollet CPA, 418-833-2114. Lemieuxnollet.ca. Suivez-nous sur Facebook. Wow! Yeah! Jeff Fillion avec Jeff et sa gang. Lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Une présentation de Banlieue Ford à Saint-Apollinaire à seulement 12 minutes des ponts. Profitez-en pour venir épargner jusqu'à 15 000 $ durant le prix des employés Ford. Banlieue Ford, les pros de Saint-Apo. Chérie, t'as changé notre divan pour une machine elliptique puis un tapis roulant. Ouais, il manquait de place. À 129$ par année, pas de frais cachés, va donc dans un gym EconoFitness au lieu de scraper ton salon. Inscris-toi au econofitness.ca. Pavé Concept, c'est quoi? C'est de la porcelaine, des cuisines extérieures, des produits de béton, de la pierre naturelle. Pavé Concept, c'est tout pour aménager votre extérieur. pavéconcept.ca. Phénomènes étranges, inexpliqués, paranormal. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X Files. À tous les vendredis, 20h. Radio X. Radio X Files. Avec Christian Page et Marceau. Radio X. « 8h41, vous êtes sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Merci d'être bien présent. Cher Christian, on parle maintenant d'un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque ça laisse place beaucoup à l'imagination. Les pas du diable de Laval. Oui, écoute, je te fais un peu un résumé de cette histoire-là. À ce moment-ci de l'émission, je devrais te présenter mon top 5 d'histoires bizarres. Mais comme on était rendu au mois de septembre, j'ai dit, écoute, il y a une histoire, il faut absolument que je te parle. Donc, ça vaut la peine qu'on prenne quelques minutes pour ça. Donc, je te résume les faits. On est au début du mois de septembre 1976. On est un vendredi soir, ça se passe dans le secteur Chaumeday-Laval. Alors, cette nuit-là, vers à peu près 2h, 2h30 du matin, il y a un résident, un certain monsieur Lefrançois, qui est réveillé par un coup sous sa fenêtre. Donc, il ouvre les yeux, il attend, est-ce que le coup va se reproduire? Le coup ne se reproduit pas, donc il referme les yeux, se rendort, merci, bonsoir. Le lendemain, notre monsieur Lefrançois se lève, regarde par la fenêtre, et là, il est étonné d'apercevoir sur le trottoir et dans la rue des empreintes, ce qui ressemble à des empreintes de pas, mais elles sont très différentes. Elles commencent nulle part et elles s'arrêtent nulle part. Et ces empreintes ressemblent pour la plupart à des espèces de sabots ou des fers à cheval. C'est assez curieux. Donc, M. Lefrançois sort, regarde ça. Ça semble, ce n'est pas peint. Il a l'impression que c'est comme brûlé sur l'asphalte ou quelque chose du genre. Alors, c'est très intriguant, il en parle, les voisins voient ça aussi, puis c'est très mystérieux. Et là, voilà que ces gens-là, Monsieur Lefrançois, lui, ne veut pas en rester là, donc il appelle quelques individus. Il appelle notamment le professeur Jacques Lebrun. Je sais pas si le nom te dit quelque chose. C'était le vulgarisateur. Ouais, c'était le vulgarisateur scientifique de la télévision. Et Monsieur Jacques Lebrun, lui, était à ce moment-là au Planétarium de Montréal.
Alors, Monsieur Lebrun reçoit l'appel, Monsieur Lefrançois lui raconte un peu ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, la présence de ces mystérieuses pattes ou de sabots sur le trottoir. Mais bon, après avoir écouté, disons, poliment le témoignage de Monsieur Lefrançois, l'affaire s'arrête là. Et il contacte également les journaux, les médias, mais peu de gens s'intéressent à ça. Alors, il faut attendre à peu près 1 mois pour que le journal La Presse, finalement, qui devait être dans un creux, décide de faire un article. Et là, on voit des photographies. J'ai mis d'ailleurs des photographies de ces empreintes sur le site de Radio X. Donc, il publie un article sous le titre de « Un monstre bruyant à Laval ». Et là, il raconte grosso modo l'histoire que je viens de te raconter. Donc, c'est assez amusant. Et moi, je me suis rendu, là, à cette époque, je me suis rendu sur place, j'ai vu les empreintes, je regardais ça, je prenais des photos, et en fait, les gens trouvaient que j'étais plus curieux, moi, qui prenais des photos, que les fameuses empreintes sur le trottoir. On dirait que les gens passaient autour de ça sans trop se préoccuper de ce qui se passait. Et il y avait même eu à l'époque, il y avait un groupe d'enquêteurs ufologiques qui s'intéressait aux ovnis au Québec, qui s'appelait UFO Québec, et à l'époque, l'un des dirigeants était Marc Leduc qui habite aujourd'hui au lac Beauport, là, près de Québec. Et Marc avait envoyé, s'était rendu sur place, avait fait quelques prélèvements, regardé ça, pris des photographies. Et Marc avait publié un article à ce moment-là en disant, c'est curieux, il avait émis plusieurs hypothèses sans trop savoir de quoi il en retournait. Donc, il allait à peu près dans toutes les hypothèses à propos de ça. Et moi, cette histoire-là a continué de m'intriguer. J'ai toujours regardé cette histoire-là en disant, c'est quand même curieux. Et à plusieurs reprises, j'étais revenu dans les médias en parlant de cette histoire-là, en espérant que quelqu'un, quelque part, sachant quelque chose, sortirait de l'ombre et viendrait dire, oui, voici le fin mot de cette histoire. Et tout ça pour te dire, dans mon livre, L'enquêteur du paranormal, le tome 2, publié il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, j'avais terminé mon chapitre où je parlais de ces fameuses empreintes de Laval en disant, les empreintes de Laval me laissent perplexe. J'aurais tendance à privilégier l'hypothèse du canular, même si je l'avoue n'avoir rien pour la justifier. Sinon, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Si l'auteur de ces empreintes lit ces lignes, peut-être se décidera-t-il enfin à lever le voile sur cette énigme qui dure depuis plus de 25 ans. Abraham Lincoln disait, vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps, vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Et après la publication de mon livre, j'espérais bien que l'auteur, s'il s'agissait d'un canular, que l'auteur du canular se manifesterait. Il ne l'a pas fait. Alors, quelques temps plus tard, j'ai reparlé de cette histoire à la radio, et là, j'ai eu un écho. Cet écho, c'est Jean Hott, et personne n'en sait plus sur ses empreintes que Jean Hott. Jean Hott, bienvenue à l'émission Radio X-Files. Bonsoir. Écoute, Jean, bon, avouons-le. Avouons-le maintenant. Bon, mon sentiment était tout à fait fondé. C'était un canular. Et c'était un canular que 2 adolescents à l'époque avaient fait. Toi et un de tes compagnons, raconte-nous comment ça s'est fait et raconte-nous les conséquences et les retombées de cette histoire-là. C'est ça, hein. C'était un soir d'automne, puis dans ce temps-là, on n'avait pas de Gamebox, hein, pis des tablettes, des bébelles, hein, fait que c'était le soir, il était peut-être minuit le soir, on revenait de chez nous, je m'en allais reconduire mon ami, puis je m'en allais coucher chez eux, Sylvain Charette, on s'en avait parlé, je pense que c'est l'année passée. Oui. Puis c'est ça, on savait pas quoi faire, hein, fait qu'à un moment donné, mon chum, il disait, il pogne une motte, parce qu'il était dans un 5 gallons, probablement qu'ils ont fait de la couverture, quelque chose comme ça, puis la mop était comme figée dure, tu sais, puis ça faisait comme un sabot, tu sais, il marquait ça sur l'asphalte, puis sur le trottoir, puis on s'en allait, il faisait des pas, puis on riait, on avait du fun. À un moment donné, il est parti, il était sur le bloc, là, probablement du monsieur, là, qui avait attendu. Monsieur Lefrançois, oui. Ouais. Mais il avait fait des traces sur le mur, jusque par-dessus la porte. En tout cas, regarde, c'est invraisemblable, ça se pouvait pas, là, tu sais, qu'un extraterrestre, pourquoi qu'il passerait à l'entour du cadrage de porte, Donc, ça reste comme ça, tu sais, puis... Là, si je comprends... Jean, si tu me permets de t'interrompre, si je comprends bien, cette espèce de mop, elle était comme figée dans du goudron ou quelque chose du genre. Ben oui, tu sais, c'était jamais, le goudron, il avait séché dessus, tu sais.
OK. Puis, là, c'est ça. Moi, le lendemain, je me lève, puis je m'en vais pour m'en aller chez nous, puis je sors de la porte chez eux. Lui, il restait peut-être 2 blocs à côté, là, c'est des 6 logements, là, tu sais, des blocs appartements avec 6 logements. Ouais, pour situer les gens, c'était sur la 70e rue à Chaumedé-Laval. Ouais, sur la 70e. Ça, c'était au nord du boulevard Cartier, entre Cartier puis le boulevard Perron. Puis là, c'est ça, hein. Là, moi, je sors du bloc, là, sacrifice, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait du monde dans la rue, il y avait du monde avec des machines, tu sais, la radiation, le bip, tout de patente de même, avec des habits en blanc. C'est genre que c'est ça, avec la malade. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Hey, je rentre en dedans, là, mon chum dedans, on sort dehors, tu sais. Là, on voit bien, là, que c'est ces traces, là, qui sont après ça, tu sais. L'affaire la plus drôle là-dedans, là, c'est qu'il y a un monsieur, à ce moment-là, là, où est-ce qu'il y a le boulevard Notre-Dame, à partir du boulevard Chaumedé jusqu'à l'autoroute 15, ça, c'est pas développé, là, c'est un champ, on appelait ça le champ de la boule. Là, il y a un monsieur, il dit, j'ai entendu quelque chose dans le champ hier soir. Et là, tout le monde, les chars embarqués sont tous ratattés dans le champ pour aller voir qu'est-ce qui se passait là. Hey, nous autres, on pissait dans nos culottes, mais gars, hey, on a 14 ans, là. Comprends-tu? Maintenant, on a comme eu peur un peu des répercussions, mais pas pantoute, là, tu sais, on riait, regardant la gang de malades, là. Mais là, tu sais, là, quand t'as parlé de ça l'an passé, là, en tout cas, là, le frisson m'a venu sur les bras. Là. Tout de suite, j'ai appelé mon chum Dedin. Hein. On l'appelle Dedin, c'est son surnom. Là. J'ai appelé mon chum Sylvain. Tu sais, puis là, j'ai dit, ça te dérange-tu? J'ai dit, ton heure radio. Il dit, ben non, et lui avec, là, il reste dans le coin du lac Champlain. Là. Il était plié en deux, lui et tout. J'ai dit, Sylvain, tu sais, notre affaire, il y a 40 ans. Il dit, quelle affaire? Là, je compte l'histoire. T'sais. En tout cas, on garde. Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est amusant de voir à quel point cette histoire-là, finalement, a perduré pendant 40 ans sans que personne ne donne le fin mot de l'histoire. Et en même temps, ça nous montre à quel point les gens ont tendance à chercher beaucoup plus loin pour trouver une explication. Hey, j'ai quelque chose, regarde, là, je vais avoir 58 au mois de février, là, ça n'a pas de sens, là. On avait 14 ans, là, tu sais. Ouais. Fait que le monde qui pense qu'il y a des extraterrestres sont promenés sur la 70e, là. Moi, je peux vous dire que non, là. On est deux, là. Puis il y en avait un autre qui était avec nous autres, je pense que c'était John Mella, là, je suis pas sûr, là, un autre de nos chums. Il me semble qu'on était 2 ou 3, là. Okay. Là, tu sais, les Bing Bang ont entendu, nous autres, à cet âge-là, là, on était des vrais jeunes, là, tu sais, les coups de pied dans la poubelle, bang, tu sais, peut-être c'est ça qu'ils ont entendu, les bang, bang, bang. Ouais. Puis c'est ça, donc le lendemain, il sort, il voit sur le bloc, il voit effectivement de ses empreintes, donc c'est tout ça a servi à alimenter. J'imagine, Jean, que tu as entendu parler aussi de cette histoire où des gens ont été jusqu'à prétendre qu'ils avaient vu un ovni posé dans un champ à proximité, là. Ben, c'est ça, je te dis, il y a un monsieur que, ça a tenu dans la tête du monde, hein. Il y a un monsieur qui avait dit ça. Il dit, ouais, on a entendu de quoi dans le champ en arrière. Fait que là, probablement que par après, ils ont dit, on a vu une soucoupe volante atterrir là. On appelait ça le champ de la boule, là. Tu sais, c'était une place, il y avait des trails. On allait faire du bicycle à pédale, là, avec nos bicycles Mustang, des cabanes, puis jouer avec des petites filles de temps en temps, là, tu comprends? non, mais on n'était pas tout le temps ces pitonneuses, là, je peux te le dire. ouais. C'était le bon temps. Hey, 14 ans, là, on avait du fun dans ce temps-là, là, tu sais. Fait que, non, c'est ça l'histoire, là, tu sais. Je comprends pas, hier, c'est ça, je lisais là, le monde de ton article sur ta page web, puis le monde qui parlait de Sainte-Dorothée, là, je comprends pas, je pense que t'avais écrit que c'était dans le coin de Sainte-Dorothée, mais... Oui, au départ, initialement, je m'étais trompé en disant Sainte-Dorothée, parce qu'à Sainte-Dorothée, il y a eu une histoire d'OVNI au début des années 80 qui a été très importante, fait que là, c'était mon erreur, j'ai fait la correction, mais effectivement, beaucoup de gens se rappelaient, avaient entendu parler de cette histoire-là, et on le voyait également par le feeling des gens, hein. Certains se posaient la question, quel est le fin mot de cette histoire-là? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que ça relève du canular? Est-ce que ça relève du fantastique? On voit qu'il y avait un sentiment partagé, là. Ah non, regarde. Tout à l'heure, j'ai vu une lumière passer. Sur le coup, j'ai arrêté. C'était un avion. Regarde, je me casse pas la tête avec ça, moi. Ben, j'en vois un, là, puis il ressemble à E.T., là. Moi, il dit bonsoir. Fait que là, on peut dire à tout le moins, Jean, que le mystère des pas du diable de Laval, c'est un dossier clos.
Hey, ferme le livre, s'il vous plaît, là. Ça va toujours me faire un plaisir de vous raconter l'histoire, là. Regarde, moi, ça me ramène dans mon enfance. Ouais. Monsieur Hott, c'est une histoire qui finit bien, finalement, parce que vous êtes sorti de l'ombre et Christian a réussi à résoudre une affaire. Mais moi, ce qui m'a grandement impressionné, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive ce genre de truc-là, il y a tout le temps du monde qui arrive à côté pour en rajouter plus que le client demande. Non, mais ce matin-là qu'il m'avait parlé l'année passée, c'était un dimanche matin, je crois, là. Puis, j'ai rasé de pogner le champ, là. Tu sais, parce que j'ouvrais ma radio dans mon camion, là, j'entendais Christian dire, s'il y a quelqu'un qui est au courant de cette histoire-là, s'il vous plaît, manifestez-vous. Ouais. Moi, tout de suite, le soir, j'étais arrivé chez nous, j'avais pas de téléphone Android, là. Et quand j'étais arrivé de chez nous, tout de suite, sur mon laptop, là, j'ai cherché sa page web, sa page Facebook, puis là, j'ai écrit, hey, c'est nous autres, arrêtez. Mais ce qui est intéressant, Jean, et ce qui est intéressant, Yannick, dans cette histoire-là, c'est que moi, je dis souvent aux gens qui s'intéressent aux phénomènes étranges et mystérieux, ils ont souvent tendance à retenir essentiellement ou à se fier essentiellement aux témoignages. Ils disent, un type avait un ovni, on est allé enquêter, là, voilà qu'un autre témoin disait avoir ceci, avoir cela. Et moi, je dis tout le temps, il faut faire attention parce que dans des histoires comme ça, les gens ont tendance à fabuler, à rajouter des détails, à prendre des informations. Il est possible qu'un témoin, la veille, a entendu un bruit, mais le bruit devient soudainement la soucoupe dans le champ. Donc, la façon dont le témoignage, il est malléable, il est excessivement fragile et il faut éviter, si on n'a pas des éléments, des évidences physiques pour appuyer le témoignage, il faut se méfier des témoignages parce que je dis pas que les gens sont malhonnêtes. Le monsieur qui disait j'ai entendu quelque chose puis il y a peut-être eu une soucoupe volante, peut-être qu'il était pas malhonnête, mais il s'est mis à fantasmer sur quelque chose et les gens ont embarqué dans cette histoire-là. C'est tout à fait incroyable. Jean, tu as réussi. Si j'avais une palme à donner, tu as réussi certainement. Et probablement, même sans le savoir, l'un des meilleurs canulars des 40 dernières années au Québec liés aux phénomènes étranges et mystérieux. Vous nous enverrez des médailles, 2, une pour moi et une pour Sylvain. Au moins, Christian, il a pas dit envoyez-moi le chèque. Non, merci beaucoup, Jean, d'avoir été des nôtres. Bon, bonne soirée à vous autres. Continuez votre émission, c'est belle fois. Monsieur Hott, merci, au revoir. Bye. Ouais, Christian, je veux juste revenir sur le fait que, il est arrivé justement des empreintes par terre, puis là, il y a d'autres personnes qui sont arrivées autour qui disent « Ah ben oui, j'ai vu quelque chose atterrir dans le champ. » C'est des gens qui contaminent un peu Tu sais, déjà qu'on se pose des questions sur les pas qui sont là, en plus, eux autres, ils arrivent puis ils contaminent un peu l'histoire en disant « Ben oui, j'ai vu d'autres choses dans le champ. » Ça arrive-tu souvent, ça, sur tes enquêtes? Ouais, mais tu sais, tu vois, ça, là, ce genre de truc-là, c'est justement, c'est un cas c'est un cas école. Ce cas-là, il est bon dans ce sens-là. Il nous montre bien qu'une plaisanterie faite par des adolescents dégénère auprès de gens locaux. Et là, des gens viennent greffer et ajouter d'autres éléments encore plus fantastiques. Et moi, j'arrête jamais de dire ça aux enquêteurs qui s'intéressent aux maisons hantées ou aux ovnis ou à n'importe quoi. Faites attention. À partir du moment où vous allez enquêter sur une histoire de maison hantée, là, il y a quelqu'un qui va dire « Ah ouais, j'y étais dans cette maison hantée, moi j'ai vu un fantôme, j'ai vu ci, j'ai vu ça. » C'est le propre des récits fantastiques comme ça de se gonfler et les gens ont tendance à interpréter, à surinterpréter ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et qui plus est lorsque c'est associé au paranormal. L'histoire de ces empreintes de Laval, c'est un cas école tout à fait extraordinaire. On est allé chercher trop loin une explication alors que c'était des gamins qui avaient fait ça avec une mop qui était remplie de goudron et d'un autre côté, des récits sont venus s'ajouter à cette histoire-là pour la rendre plus extraordinaire. Et c'est vrai, on peut même aller plus loin que ça, l'histoire des pas de Laval, les pas du diable à Laval, ce qui ajoute à cette histoire-là, c'est qu'il y a des récits ailleurs dans le monde, mais cette fois-là dans la neige. C'est le cas de Laval était particulier. Des empreintes brûlées dans le trottoir à Laval, c'était quelque chose. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, et je pense notamment en Angleterre, en 1855, dans la contrée du Devonshire, un matin, des gens se sont réveillés et il y avait dans la neige des espèces d'empreintes qui ressemblaient un peu à des sabots fourchus. Or, tu comprends, dans l'imaginaire de 1855, le diable, il marche, il y a des sabots, il y a des pattes fourchues, il laisse des empreintes comme celle-là. Et ces empreintes couvraient de grandes parties du Devonshire. Il semblait commencer nulle part, s'arrêter nulle part. Or, tu comprends que comme le comté s'appelle le Devonshire,
on a vite fait le lien entre le Devon et le démon. Fait que c'est devenu le démon du Devon. Donc, c'était le diable qui s'était promené comme ça dans la contrée enneigée en laissant ses empreintes derrière lui. Cette histoire-là avait alimenté énormément la presse. Et d'autres récits semblables, d'autres événements semblables ou des observations semblables ont été rapportés également dans d'autres régions très enneigées. On sait aujourd'hui, moi-même, j'ai fait une recherche sur ces fameux pas, et j'ai découvert, en fait, qu'ils étaient moins nombreux qu'on le croyait, ils étaient pas aussi parfaits qu'on le disait. Bref, la presse avait abondamment exagéré ces empreintes, mais ces empreintes n'étaient visiblement que laissées par des rongeurs. Des petits mulots, par exemple, qui sautent dans la neige, là, lorsqu'il y avait des chutes de neige, ils vont laisser derrière eux des espèces d'empreintes dans la neige qui ressemblent en effet à des petits sabots. Et c'est visiblement des mulots, des rongeurs qui se déplaçaient comme ça dans des champs après une chute de neige, qui ont alimenté ces fameux récits de pas du diable dans la neige. Or, tu comprends qu'à partir de ces récits rapportés dans une certaine littérature sur le paranormal, sur le fantastique, où on met l'enfant sur l'aspect inexplicable de ces empreintes, ce qui n'est pas du tout le cas, mais en mettant l'emphase là-dessus, et là, on la compare, ces histoires, on les compare avec celles de ces empreintes brûlées sur le trottoir de Laval. On a tout le scénario, on a tout le produit nécessaire pour créer une histoire fantastique, mais qui, somme toute, est à la fois ou bien explicable par la présence de petits animaux dans la neige, ou encore par un bon canular mené ou fait de manière presque involontaire par deux adolescents qui visiblement ne s'attendaient pas des retombées de l'histoire. C'est vraiment extraordinaire et c'est un cas école. Ça devrait, s'il y a des gens qui nous écoutent ce soir, qui s'intéressent aux questions des ovnis, qui s'intéressent aux fantômes, qui ont tendance à beaucoup investir dans les témoignages, mais cette histoire-là devrait faire réfléchir un peu sur justement comment le témoignage, il est malléable, comment il peut être exagéré, comment il est surestimé par les témoins et surestimé souvent par les enquêteurs. Précisément 21h, on fait une courte pause, on vient. Radio X Files. Radio X. Morin live. Eux autres, ils ont été en Espagne dans un poulailler, séparer les poulets des coqs. Pardon? Oui, ils font ça pour pas que les poules se fassent violer. Oh, franchement. T'as pas demandé la permission? Hashtag non, mon coco. Parfait. Pas de sens. Morin live. Lundi au vendredi, 5h30. Radio X. Une présentation de Laval Volkswagen qui vous offre, afin de débuter l'automne en force, un rabais à l'achat de 5 000 $ sur tous les Atlas en inventaire. Vous pensez Volkswagen, pensez Laval Volkswagen. C'est payant d'écouter Radio X le soir puisqu'on vous fait faire plein d'économies. Si jamais vous regardez votre essence puis vous dites pas sûr que je réussisse à me rendre chez nous sans être obligé d'arrêter, je vous conseille d'arrêter dans le coin de Saint-Nicolas. C'est le nouveau Ultramar à Saint-Nicolas sur Marie-Victorin, juste à côté du cinéma Lido, là. L'essence est à 94 cents du litre, là. On me mentionne que c'est un prix d'ouverture. Donc, merci beaucoup aux auditeurs de me l'avoir mentionné. 94 cents du litre à Saint-Nicolas, juste à côté des cinémas Lido. On revient. Une étude clinique chez Syneos Health, c'est aussi sécuritaire que mettre des petits trous sur votre vélo stationnaire. Puis porter un casque. Bref, vous êtes entre bonnes mains. En ce moment, on est à la recherche d'hommes et de femmes non-fumeurs âgés de 18 à 55 ans pour conduire une étude clinique. Les compensations peuvent aller jusqu'à 5 000 $. Rendez-vous sur monétudesyneossanté.com ou appelez-nous au 1-866-262-7427. Syneos Health, pour un futur en santé. C'est la liquidation totale chez Donnacona Chrysler Fiat. Durant tout le mois, obtenez votre prix du gros sur le plus gros inventaire de Jeep et de camions Ram au Québec. Jeep Compass, 10% de rabais. Jeep Cherokee, 15% de rabais. Ça, c'est 7 800 $ en économie. Et Ram 1500 classique, 25% de rabais sur le PDSF. Ça, c'est 17 500 $ en rabais. Alors, on vous attend chez Donnacona Chrysler Fiat parce qu'avec le prix du gros, vous payez toujours moins cher et on est toujours ouvert le samedi. Participez au dévoilement de nos 5 gagnants finalistes de la Maison Fondation Maurice Tanguay Nouveau Climat, une présentation de Mercedes-Benz de Québec. Rendez-vous en grand nombre à midi ce vendredi 6 septembre dans la cour intérieure Tanguay à Place Sainte-Foy.
diagnostic des tunnels carpiens enflammés? Orthésiste du Pied de Québec, couvert par la majorité des assurances. 375 sous-mande. La microbrasserie Le Bockel vous invite à créer votre duo qui fait décoller. À l'achat de 2 bières, courez la chance de gagner l'un des 50 prix, dont 2000 $ en crédit voyage chez Aquaterra de Lévis. Moi, mon duo, c'est l'Idyllique et la Milkshake. Et vous? Règlement sur lebockel.com. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. 9h03 pour nous joindre en studio. Si vous avez des questions pour Christian Page, pour l'équipe, en fait, 418-670-9098, 418-670-9098. Mon cher Christian. Oui. On parle enfin d'Oak Island. Oui, cette mystérieuse cache au trésor. Cette histoire, comme je l'ai mentionné en début de présentation, fait fantasmer des chasseurs de trésors un peu partout à travers le monde. Ça fait presque 250 ans maintenant qu'on parle de cette histoire. Une dizaine de livres ont été écrits sur le mystère de l'île aux chênes, et bien sûr, il y a cette fameuse série, cette télé-réalité qui est diffusée depuis 7 ou 8 saisons maintenant à History Channel du côté anglophone, et la 3e ou 4e saison maintenant du côté de Historia ici en français au Québec. Donc, cette histoire, au printemps dernier, j'avais fait une entrevue avec Christian Doumergue, un spécialiste des trésors, un historien spécialisé aussi dans le trésor de Rennes-le-Château. C'était d'ailleurs l'objectif premier de notre conversation. Mais bien sûr, au moment où on discutait de ces histoires de trésors, on a commencé à déborder et je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser quelques questions à propos de l'île aux chênes. Et Christian a accepté de nous faire un bref résumé de comment cette histoire a débuté et où on en est aujourd'hui. Après l'entrevue avec Christian Doumergue, je vous donnerai mes propres impressions sur cette fameuse série, la malédiction de l'île aux chênes, la malédiction d'Oak Island. Et vous allez voir que ce qui est important, c'est pas tant ce qu'on nous dit que ce qu'on ne nous dit pas. Donc d'abord et avant tout, l'entrevue avec Christian Doumergue. Christian Doumergue, lorsque l'on parle de trésors ici au Canada, l'un des trésors que l'on évoque régulièrement, parce que il est chez nous, c'est ce trésor de l'île aux chênes, de Oak Island. Et c'est une histoire qui, elle aussi, a fait couler beaucoup d'encre et qui est un peu à l'image de Rennes-le-Château en ce sens qu'on suppose un trésor, mais un trésor qu'on n'a finalement jamais vu. Oui, c'est un petit peu la même histoire, c'est une affaire irrésolue aussi, et à partir de là, c'est une affaire qui, aujourd'hui, fonctionne à partir d'hypothèses qu'on va émettre sur le fameux trésor. Alors, c'est une affaire qui est plus ancienne, évidemment, que Rennes-le-Château, puisqu'elle commence en 1795, pendant l'été. C'est un adolescent de 16 ans, Daniel McGuinness, qui se rend sur cette île aux chênes. Lui, il y va pour une raison, c'est qu'il chasse, donc il veut chasser la perdrix sur cette île. Et c'est à l'occasion donc d'une de ses parties de chasse sur cette île que un détail va l'intriguer. Il va se retrouver face à de vieux arbres. Et notamment un vieux chêne, sur une branche de ce vieux chêne, il va voir une vieille poulie de navire, et ça va l'intriguer parce que il se dit, lui il avait l'impression d'explorer la forêt, il se dit tiens, quelqu'un est déjà passé par là, et autre chose va l'intriguer, c'est que à la verticale de la poulie, le sol forme comme une dépression. Du coup, il a la sensation que quelqu'un a creusé un puits sous cet arbre, l'a rebouché, et s'est peut-être servi de la poulie pour faire descendre quelque chose dans ce puits. Donc c'est un adolescent, il a 16 ans, c'est un lieu où on parle depuis longtemps d'histoires de pirates et de trésors enfouis, il les a entendus, et donc il va se demander s'il n'a pas trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant de ce point de vue-là. Donc il va rentrer de sa promenade, et il va mettre deux amis à lui, John Smith et Anthony Vaughan, dans la confidence. Et donc les trois adolescents, dès le lendemain, vont revenir sur l'île aux chênes, et ils vont commencer à creuser au pied du vieux chêne. Et la terre est meuble, donc ça les conforte dans l'idée que le sol a été comblé, a été creusé puis comblé. Et donc ils vont dégager comme ça un puits assez, d'un diamètre d'environ 3,5 mètres. Et là,
arriver à 1,50 m de profondeur environ, ils vont tomber sur une couche de pierre, disposées les unes à côté des autres, qui tapissent le sol comme un véritable dallage. Alors là, leur cœur se met à battre, évidemment. Ils se disent, c'est bon, il y a quelque chose qui est caché ici. Ils se voient déjà extraire de l'île aux chênes un véritable butin. Et il va falloir se rendre pour eux, malheureusement, à l'évidence. En fait, une fois qu'ils ont retiré toutes les pierres et creusé la terre, il y a rien. Il y a rien, il y a que de la terre. Mais néanmoins, même s'ils sont déçus par cette première déconvenue, ils voient que cette terre est meuble et que manifestement, elle a été mise là. Que le trou a été donc rebouché, ça les conforte dans l'idée que le puits s'enfonce plus profondément, et ils vont continuer à creuser donc. Et c'est là qu'il va commencer à y avoir une série de découvertes assez étonnantes, puisque à 3 mètres de profondeur, ils vont découvrir une plateforme construite avec des poutres en chêne. Elles sont fixées dans les parois, et donc là, de nouveau, excitation, attente d'une découverte. Ils vont retirer les poutres, et puis, encore une fois, c'est que de la terre en dessous. Et ils vont creuser comme ça, ils vont continuer avec obstination, ils vont trouver à 6 mètres de profondeur une autre plateforme, 3 mètres plus loin, à 9 mètres de profondeur, encore des poutres, toujours du bois de chêne, et toujours rien. Ils vont véritablement s'épuiser à la tâche. Et c'est le début d'une aventure qui va durer dans le temps, puisque d'autres personnes vont entendre parler de leur découverte, vont s'y intéresser, et à partir de là, des fouilles vont être financées. En 1804, donc quelques années plus tard, un certain Simeon Leeds va créer une société, le Leeds Syndicate, pour reprendre les fouilles, mais avec des moyens conséquents, quasi professionnels, et de nouvelles plateformes vont être à ce moment-là découvertes. Et ce qui semble, c'est que ces plateformes, en fait, protègent, si vous voulez, quelque chose qui aurait été déposé au fond de ce puits, et répartissent en fait le poids de la terre pour pas que la terre qui comble le puits écrase le fond du puits. Sauf que, voilà, le fond du puits aujourd'hui, personne n'y a eu accès. Il y a eu différentes découvertes qui ont été faites dès l'époque de Leeds, avec notamment à un moment donné à une trentaine de mètres de profondeur, sur une des plateformes, une pierre avec des signes étranges qui la couvrent, des triangles, des points, des cercles, des rectangles, des croix. Bon, on n'a pas réussi à déchiffrer ça. Voilà. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que progressivement, au fil du temps, puisque de nombreuses personnes vont se lancer dans la volonté de résoudre cette énigme, l'énigme va se compliquer. Parce qu'à un moment donné, c'est dès l'époque de Leeds, en fait, le puits va être envahi par l'eau. À partir d'une certaine profondeur, après passer 30 mètres, le puits est envahi par l'eau. Et on va découvrir qu'en fait, il y aurait tout un système de protection aquatique qui drainerait l'eau depuis une des plages de l'île. Et on est face à ce que certains ont qualifié de l'œuvre d'un génie. Mais qu'est-ce que protège cette œuvre ? C'est là qu'on rentre dans une histoire qui est proche de Rennes-le-Château. On n'a pas atteint le trésor, donc il y a toute une spéculation autour de ce puits et de ce qu'il cacherait. Est-ce que c'est un trésor de pirate ? Certains se sont dit c'est beaucoup trop complexe comme ingénierie pour un simple trésor de pirate. Donc on a pu évoquer par exemple le trésor des Templiers ou des écrits perdus de Shakespeare ou un trésor viking. Enfin voilà, il y a eu différentes hypothèses qui ont circulé. Oui, parce qu'il faut savoir qu'au cours des 230 ans qui nous séparent depuis la découverte du puits, les nombreux travaux qui ont été menés dans l'île, on a essayé notamment de détourner ces canaux qui amenaient l'eau vers le puits principal, et on a dynamité l'île à un point tel qu'on a perdu l'emplacement original du puits. Oui. Et là, aujourd'hui, on est rendu à peu près à 200 mètres de profondeur, et on a l'impression qu'on trouve jamais rien. On a sorti que des poutres de bois, un peu de fibres de noix de coco, mais finalement, jamais de trésor lui-même. Oui, jamais de trésor lui-même. Il y a quelques forages qui ont été faits, puisque en fait, à partir du moment où on se rend compte que c'est plus possible de creuser le puits, la première, après l'inondation du puits, donc il y a eu des tentatives de creuser un puits à côté pour atteindre la même profondeur et puis de rebasculer dans le puits originel. Après ça, la plupart des équipes ont fait des forages. Forage qui aurait permis de carotter donc le puits et de déterminer qu'il y aurait des dépôts métalliques,
à certaines profondeurs, une 50aine de mètres de profondeur. Mais le trésor lui-même, voilà, reste inaccessible. Une équipe serait arrivée en tout cas sur une masse métallique qu'ils n'auraient pas pu traverser. Bon, est-ce que c'est un coffre, etc. Voilà, il y a eu des éléments qui ont quand même été sortis par ces carottages, mais le dépôt lui-même est resté inaccessible. Et aujourd'hui, l'île appartient, les propriétaires de cette partie de l'île maintenant, eux-mêmes financent une série documentaire sur une chaîne de télévision américaine. Où on peut, en fait, c'est une espèce de télé-réalité où on les suit semaine après semaine, creuser, mais bien sûr, on ne sort jamais du puits quoi que ce soit qui mériterait la valeur des sommes investies jusqu'à maintenant. C'est vraiment un mystère extraordinaire, cette histoire de l'île aux chênes. Je me rappelle, à un moment donné, un historien avait dit, dans le cas de l'île aux chênes, on sait exactement où chercher. Contrairement à toutes les autres chasses au trésor, on sait exactement où chercher, mais on ne sait pas ce que l'on cherche. Oui, c'est ça qui est très étonnant dans cette histoire. C'est qu'on a une structure qui est incontestable, la structure avec les plateformes. On a les canaux de drainage donc qui permettaient de ramener l'eau de la plage jusque dans le puits pour en quelque sorte piéger celui-ci. Donc on voit qu'on a une architecture qui est tout à fait hallucinante en fait. Mais qu'est-ce que protège cette architecture? Pourquoi avoir construit une telle chose, et puis qui a construit une telle chose? Ça c'est un grand mystère. Parce que l'architecture, donc c'est ces canaux sur la plage, donc avec, on a retrouvé on est au 19e siècle, quand on fait ces fouilles-là, on a retrouvé des fibres de noix de coco, donc qui avaient été disposées dans ces galeries vraiment pour éponger l'eau et l'orienter dans une certaine direction, avec 5 puisards rectangulaires qui ensuite orientent l'eau vers le puits. Qui a pu faire une telle chose? Voilà. Ça mais c'est le propre c'est un petit peu la même chose qu'à Rennes-le-Château, c'est-à-dire qu'on a une partie de l'histoire qui est visible. En l'occurrence à Rennes-le-Château, c'est une fortune assez conséquente qui a été dépensée, et sur l'île aux chênes, c'est cette structure impressionnante du point de vue de son ingénierie. Et dans un cas comme dans l'autre, qui est à l'origine de ça? Mystère. Donc c'est vrai que ça laisse cours à toutes les hypothèses, et on voit que les Templiers ont pu être évoqués pour le trésor de l'île aux chênes, tout comme ils ont pu être évoqués par certains à Rennes-le-Château. Ouais, même si on est dans l'univers de l'hypothèse, c'est quand même aussi, ce sont des endroits qui font rêver. Absolument, je pense moi, j'ai dévoré l'île au trésor quand j'étais gamin. Voilà, c'est quelque chose qui nous habite. C'est la part de rêve en fait, dans un monde qui est très matérialiste. Alors c'est vrai que ça peut paraître paradoxal parce que chercher un trésor, a priori, le but est matériel, mais quand on côtoie aussi le milieu des chercheurs de trésors, on voit bien que c'est des gens qui, avant tout, poursuivent des rêves d'enfants. Et dans certaines histoires un peu complexes, comme celle de Rennes-le-Château, et peut-être aussi dans une certaine mesure celle de l'île aux chênes, des fois on bascule aussi dans autre chose, c'est-à-dire qu'on se pose des questions. On s'interroge au-delà de la quête du trésor, du rêve d'enfant qu'on poursuit. Peut-être qu'on s'interroge aussi sur des mystères plus grands. Par-delà le rêve d'enfant qu'on poursuit, on poursuit aussi des questions qu'on se pose après, plus tard, quand on est adulte. Mais je pense que le monde actuel est tellement désinvesti de merveilleux que ces histoires-là, quand on les découvre, nous captent complètement, parce qu'elles incarnent ce que le monde n'incarne plus en fait. La quête, le rêve qui peut s'immiscer dans la réalité. Moi, c'est ce qui m'a fasciné dans l'histoire de Rennes-le-Château en fait, c'est que de tout enfant, j'étais captivé par les histoires de trésors que je pouvais lire dans les bandes dessinées, les romans, ou que je pouvais voir au cinéma. Et là, d'un coup, avec Rennes-le-Château, qui est vraiment l'histoire que j'ai travaillé durant des années et que je continue à travailler et à explorer, j'ai découvert que ça pouvait aussi exister dans la réalité. Et l'île aux chênes, c'est la même chose. On a là une histoire qui est tout à fait extraordinaire, qui est digne d'un roman et qui pourtant est bien réelle, même si on ne l'a pas résolue.
Christian Doumergue, on va continuer de rêver sur ces histoires de trésors dans l'attente peut-être d'une découverte définitive. Alors, je vous remercie beaucoup. Ce fut passionnant, ces quelques notes sur l'île aux Chênes. Merci beaucoup d'avoir été nôtres aujourd'hui. J'étais encore sur ma faim, mon cher Christian. Oui. Wow, ouais. On va essayer de combler cette faim. Tu sais, là, tu me dis, ils ont creusé quoi, 200 mètres? Ouais, en fait, à peu près ça. Oui, ça fait combien de saisons qu'ils sont là-dessus? Ils sont rendus ben là, c'est ça, il y a, c'est bien. Yvon m'écrit, qui nous écoute, il dit, c'est pour en anglais, on est rendu à la 7e saison sur History, la 6e saison sur Historia en français. Ouais, je pense que c'est ce que j'avais mentionné tout à l'heure, là. Mais écoute, on va se dire, là, ils ont juste 200 mètres de fait, ils nous niaisent. Bon, c'est ça. Donc, on a 200 mètres, mais là, c'est pas seulement les frères Laguina, là, qui ont fait 200 mètres. On comprend que depuis la découverte du puits, en 1795, les équipes se sont succédées, hein. Donc, je vais revenir après sur ce qu'on ne nous dit pas ou des vérités qui sont finalement pas tout à fait des vérités. Mais bon, grosso modo, Christian Doumergue l'a bien raconté. 1795, on trouve, Daniel McGuinness trouve cet arbre. Selon certains récits, il y a une branche coupée. Sur d'autres récits, c'est une poulie, un gréement d'un ancien bateau qui est sur la branche. Et en dessous, une dépression qui fait 3-4 mètres de diamètre. Et là, les jeunes, il va informer ses deux amis, John Smith et Anthony Vaughan de l'existence de ce puits. Ils vont revenir et avec des seaux, des pelles, ils vont creuser. Et là, on nous dit, à 10 mètres, à 10 pieds par exemple, ils ont trouvé une plateforme en chêne, 10 pieds plus bas, une autre plateforme, etc., etc. Et là, ensuite, les équipes vont se succéder, hein. En 1803, les jeunes, McGuinness, Smith et Vaughan, qui sont devenus propriétaires d'une partie de l'île, vont revenir avec une autre organisation, la Onslow Company. Ils ont formé une espèce de syndicat. Et là, ils vont creuser. C'est là qu'on va trouver apparemment la fameuse pierre avec les inscriptions. Puis là, les canaux qui vont inonder le puits. Et là, on va essayer de construire dans les années qui vont suivre des puits aux côtés pour essayer de détourner les canaux. Puis les puits vont s'effondrer les uns sur les autres. Bref, tout ça nous amène, là, je fais un bond dans l'histoire, là, tout ça fait qu'on a creusé jusqu'à 200 mètres. Et là arrivent les frères Laguina. Les frères Laguina, ce sont ceux que l'on voit dans cette fameuse série, La malédiction de Hawk Island. Eux, ils arrivent dans le tableau. Bon, d'abord, ils ont lu, comme beaucoup de jeunes, ils ont lu en 1965 cet article dont j'ai parlé, cet article paru dans le Sélection du Reader's Digest, qui racontait de long et en large l'aventure de l'île aux Chênes, et ils ont été fascinés par cette histoire-là. Donc, ils vont commencer à s'intéresser de manière très active à l'affaire. Ils arrivent dans le tableau en 2006. C'est à une époque où, comme je l'ai mentionné, Dan Blankenship, qui est lui et un autre individu, David Tobias, forment un syndicat qui s'appelle la Truro Alliance. Et ces deux bonhommes-là sont en dispute les uns l'un avec l'autre, parce qu'ils s'entendent pas sur la suite des travaux à ordonner. Donc, tout est paralysé. Il y a rien qui se passe dans l'île depuis quelque temps. Et donc, les frères Laguina vont réussir à convaincre David Tobias, un financier montréalais, de leur vendre ses parts sur cette histoire. Et là, ils vont réussir à embarquer avec eux Dan Blankenship et là, aplanir les difficultés. Qui sont ces frères Laguina? On peut se poser la question, hein. Les frères Laguina, c'est Rick et Marty Laguina. Dans les deux, faire un bref profil des personnages, Marty Laguina, c'est le principal financier. Là, pour les gens qui ont vu l'émission puis qui savent pas qui est qui, là, Marty Laguina, c'est celui qui a pas de barbe. Rick, c'est le barbu. Donc Marty, lui, faut dire que ce sont deux individus, deux bonhommes qui ont une fortune personnelle importante. Hein. Marty Laguina, qui est le principal financier, il a une formation d'avocat et d'ingénieur. Et en 1982, il a fondé une compagnie qui s'appelait la Terra Energy Company. Donc, c'est une compagnie qui faisait dans le domaine du pétrole, de l'huile, etc. Donc, et il travaillait sur toutes sortes de dérivés pétroliers. Il a vendu cette compagnie-là en 1995 pour la coquette somme de 60 millions de dollars. Et il est aujourd'hui le propriétaire d'une compagnie qui s'appelle Heritage Sustainable, qui est la plus grosse compagnie de fabrication de turbines au Michigan. Il est également le propriétaire de vignobles au Michigan et il a, à travers tout ça, fait un héritage de famille relativement important. Donc, c'est un bonhomme qui est très aisé. Son frère, Rick Laguina,
On ne connaît pas trop sa fortune personnelle. On sait que c'est un retraité des services postaux américains. Et bien sûr, comme son frère, il a fait cet héritage familial qui lui a assuré, disons, ses vieux jours. Donc, c'est un peu le profil des frères Lagina. Lorsqu'ils vont commencer à s'intéresser à l'affaire de l'île aux Chênes, ils vont d'abord acheter les parts qui appartiennent à David Tobias et ils vont créer cette nouvelle compagnie qui s'appelle aujourd'hui la Oak Island Tours Company. Donc, 50% est détenu par eux, 50% à ce moment-là était détenu par Dan Blankenship. Maintenant que Blankenship est décédé, je suppose à tout le moins que c'est son fils qui en a hérité. Et là, donc, ils vont entreprendre l'idée de reprendre les fouilles dans l'île. Il faut savoir que ce projet de série télé, là, on entre dans la poutine, mais c'est important de bien la comprendre. Ils ont déjà au départ, en 2012, ils développent cette idée de produire une série de télé-réalité qui vont suivre leurs efforts pour essayer de retrouver le trésor de l'île aux Chênes. À ce moment-là, ils vont intéresser History Channel et c'est History qui devient leur bailleur de fonds. Eux agissent comme les producteurs, mais les principaux budgets qui sont alloués aux fouilles, ils proviennent de History Channel. L'idée germe en 2012, mais à ce moment-là, il y a des problèmes avec le bureau là, le bureau de la Nouvelle-Écosse, parce qu'il faut dire que si toi t'es propriétaire d'un terrain, Yannick, tu es propriétaire du dessus du terrain. Tu n'es pas propriétaire de ce qui est en dessous. Ce qui est en dessous relève du gouvernement, ça appartient au département de l'énergie, mines et ressources naturelles. Donc t'es pas propriétaire de ton dessous de terrain. Si tu découvres chez vous un puits de pétrole en dessous de ta pelouse, ça appartient au gouvernement. Donc, ça, soyons clairs là-dessus. Et donc, si on creuse dans l'île aux Chênes, tu comprends bien que le sous-sol appartient au gouvernement. Donc, à partir de là, il faut qu'il y ait des ententes pour qu'on puisse faire ces forages. C'est assez long. Dans le cas de l'île aux Chênes, donc les premières négociations, et c'est vrai que Dan Blankenship, avec ses prises de position radicales qui avait quand même fermé l'accès à l'île pendant des années, ne lui a pas fait que des amis au sein du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Donc à partir de là, c'est long. Les négociations commencent en 2012. À la fin de 2013, on autorise finalement les frères Lagina à reprendre les fouilles à l'île aux Chênes. Et en 2014, donc fin 2013, on commence les premiers tournages et la série commence à History Channel en 2014. Donc, cela étant dit, les choses vont plutôt bon train. On en est, comme je l'ai mentionné, à la 7e saison et l'émission connaît toujours un certain franc succès. La question toutefois qu'on peut se poser, et j'imagine que les gens qui regardent l'émission sont un peu restés sur leur faim, c'est que à ce jour, on a retrouvé à peu près 600 artefacts à l'intérieur du puits. Mais 600 artefacts qui ne valent rien. Ayons pas peur des mots, là. On a trouvé, à un moment donné, une pièce de monnaie espagnole en cuivre qui daterait peut-être du 17e siècle. Ouais. Mais cette pièce de monnaie a même pas été trouvée dans le puits, hein. Elle a été trouvée dans un marécage qui est un peu plus au sud, là, sur l'île. Donc, elle n'est pas trouvée dans le puits. On aurait apparemment on a trouvé à un moment donné, on n'a même pas, quelqu'un est arrivé à l'île en disant au frère Lagina, mon père aurait trouvé une épée romaine dans les eaux qui baigne l'île aux Chênes. Une épée romaine, et tu comprends, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Imaginez que les Romains seraient venus jusqu'en Nouvelle-Écosse. Et là, on nous fait un long épisode où on parle de cette épée, on l'amène à l'université pour la faire analyser. Et là, finalement, on apprend à l'issue de cet épisode, donc ça fait comme 50 minutes que tu es là, que tu regardes l'émission, pour apprendre à la fin, là, une scientifique qui s'avance en disant « à mon avis, les alliages montrent que c'est quelque chose, une reproduction plutôt moderne, qui daterait de la fin du 19e siècle, peut-être du début du 20e siècle. Et là, on nous a roulé dans la farine à ton goût. Il a fallu 5 minutes, Yannick, sur le web
pour trouver la même épée en vente dans à peu près toutes les boutiques à Rome, sur le bord du Colisée. Ben, c'est un peu ce que j'allais te poser comme question. Quand ces gens-là trouvent quelque chose, est-ce qu'il y a des archéologues neutres qui sont là pour nous prouver qu'effectivement, ils ont trouvé quelque chose à cet endroit-là précis? Est-ce que c'est surveillé ou on laisse ça à la discrétion du réalisateur puis de l'histoire qu'ils ont faite autour? C'est là où je veux en venir. Donc là, on a tout cet épisode, puis même l'analyse de la scientifique est un peu erronée. Pas de beaucoup. Elle reconnaît que c'est un artefact moderne, c'est une fabrication moderne, mais tout un épisode pour se faire dire que finalement c'est une épée qui est moderne. Et alors qu'il suffit d'ouvrir ton Internet, aller sur Google et taper reproduction glaive antique, puis là tu t'aperçois qu'il y a plein de boutiques. Je mettrai d'ailleurs, durant la pause, je mettrai la photo du glaive que j'ai trouvé sur Google, on vendait pour quelques euros, puis que la livraison est gratuite jusque chez vous. Puis c'est la même épée qu'ils ont trouvée aux côtés d'Oak Island. Donc, c'est des trucs comme ça. Ça, c'est un peu agaçant. Là. C'est bon qu'une fausse épée, on a trouvé une pièce de monnaie qu'on n'a même pas trouvée dans le puits. On a trouvé aussi apparemment une croix en plomb qui daterait entre 1200 et 600 après Jésus-Christ, une petite croix en plomb. On aurait trouvé aussi une reliure ancienne. Ben oui. Écoute, à un moment donné, tu te dis, est-ce qu'on a perdu le focus, là? C'est un trésor qu'on cherche, là. Tu sais, quand quelqu'un, là, il creuse, d'un coup, là, tu sais, wow, la grande découverte, on a trouvé un bout de bois. T'es chanceux, toi. Tu creuses. Ça te coûte des millions pour creuser, puis t'as trouvé un bout de bois dans de la boîte. Tabarnouche, t'es vraiment chanceux. Tu sais, tu te dis, à un moment donné, est-ce que quelqu'un va focaliser en disant, là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un trésor. Or, après 6 saisons, et on a, là, c'est 6 saisons télévisuelles, mais on a également 200 ans d'histoire. On n'a jamais rien sorti de ce puits qui ait quelque valeur que ce soit. Des bouts de bois, des bouts de roche, puis des trucs. Puis là, c'est plus le puits lui-même, ni plus l'objectif premier, là. C'est-à-dire qu'il y a ce puits-là, puis là, d'un coup, ça devient plus le puits, ça devient un autre puits qu'on a creusé aux côtés dans les années 70. Puis là, après ça, c'est plus ça, là. Ça pourrait peut-être être le marécage au sud de l'île. Et là, tout d'un coup, en se promenant dans l'île, il faut savoir que c'est divisé en lots de terrain, là. Et là, tout d'un coup, en se promenant dans l'île, on voit une roche. Puis là, d'un coup, on se constate que cette roche-là est alignée avec une autre roche. Puis il y a une troisième roche d'alignée. Puis là, c'est peut-être que les 3 roches enlignées veulent peut-être indiquer une nouvelle cache au trésor. Là, c'est même plus le monépite qui intéresse. C'est l'alignement de roches trouvées dans la forêt. Hey! On nous prend pour des idiots, là. Et là, ça devient excessivement agaçant. Mais au-delà de ça, il y a toutes sortes de choses que les frères Laguna ne nous disent pas à propos de l'île aux chênes. Et là, attache-toi. Parce que quand j'ai fait mon dossier mystère là-dessus, je suis allé aux archives de la Nouvelle-Écosse, je le dis souvent, que ce soit des histoires de fantômes, que ce soit des histoires d'ovnis, la règle numéro 1, c'est retourner aux récits originaux. C'est essentiel. Quand la série la malédiction de l'île aux chênes commence, on nous dit, voilà, en 1795, on a trouvé un puits avec des plateformes de bois et des canaux qui amènent de l'eau. Donc, on nous décrit ça et on nous fait un modèle en 3 dimensions. Ça, c'est une interprétation, disons, artistique et tardive. Les récits originaux parlent pas de ça. Quand tu fouilles dans les premiers récits de la découverte de Daniel McGuinness, jamais il parle de plateforme en bois, c'est pas ça qu'il dit. Ils disent avoir trouvé une dépression dans le sol, ils ont trouvé des roches, et là ils disent qu'à 10 pieds, ils ont trouvé des marques dans le puits qui laissaient croire que c'était de fabrication artificielle. On est loin de la plateforme en chaîne, là. Les histoires de plateforme en chaîne qui apparaissent toutes les 10 pieds, ça apparaît dans des récits beaucoup plus tardifs. Ça ne fait pas partie des récits originaux. Ça, il est sûr que les frères Laguna sont au courant de ça. En fait, ce que Daniel McGuinness découvre est si peu spectaculaire que même à ce moment-là, et même dans les années 50 et 60, l'une des hypothèses, c'est que le puits serait une fabrication naturelle, une espèce de ce qu'on appelle un sinkhole, un trou là, qui aurait été provoqué par l'érosion et qui se serait rempli de débris de bois avec la montée des eaux. Donc,
c'est pas aussi, les récits originaux ne parlent pas d'une découverte aussi incroyable que qu'est-ce qu'on essaie de nous faire croire. Cette idée des plateformes de chaînes toutes les 10 pieds, certaines sont couvertes de potées, donc pour essayer de maintenir les madriers ensemble, d'autres attachées avec des cordes ou encore avec des fibres de noix de coco entre les billes de bois pour les rendre plus étanches. Tout ça, ce sont des récits qui arrivent de manière beaucoup plus tardive et qui ne font pas partie des récits originaux. C'est une histoire qui s'embellit avec les décennies. Mais il y a pire que ça. Quand on nous dit l'histoire, on essaie de on nous dit dans la présentation qu'on a trouvé sur le niveau 90 pieds, donc à la 9e plateforme, on aurait trouvé une pierre avec des inscriptions. Ce que l'on nous dit pas, c'est que personne n'a réellement vu cette pierre. Ceux qui disent l'avoir vue se rappellent pas vraiment avoir vu des inscriptions là-dessus. Et la description de la pierre varie d'un individu à un autre. Cette pierre-là, elle a été éventuellement amenée à Halifax. Et là, des gens auraient dit, ben là, encore là, il faut faire attention parce que au moment où la pierre est amenée à Halifax, on est au début du 19e siècle, c'est la Onslow Company qui est là, et à ce moment-là, elle commence à manquer d'argent. Et là, donc, on amène cette pierre, apparemment, qui contient des inscriptions. Et là, quelqu'un, apparemment, va réussir à la déchiffrer en disant, la pierre dit 20 pieds plus bas, ou 30 pieds plus bas, ou 10 pieds plus bas, ou 40 pieds plus bas. Tout ça dépend à quel récit tu fais référence. On aurait enterré 10 millions de livres auraient été enterrés, ou 20 millions de livres auraient été enterrés. Donc, bref, on a à peu près autant de transcriptions ou d'interprétations de la pierre qu'on a à peu près de récits qui en parlent. Avec chacun toujours la même promesse que à un certain niveau en dessous de cette pierre, vous trouverez un magot. C'est à peu près ça que résume la pierre. Le problème, c'est que cette pierre-là, comme je te dis, on n'a même pas la certitude qu'elle ait jamais été trouvée dans le puits. Beaucoup croient que ça a été simplement un stunt publicitaire qui a été fait par la Onslow Company dans le but d'attirer des investisseurs, parce qu'en 1804, la Onslow Company était pratiquement en faillite. Donc, on cherchait le moyen de regonfler les coffres, et on avait besoin de sous, et bien sûr, en faisant croire qu'on avait trouvé à l'intérieur du puits une pierre qui faisait la promesse d'une découverte de sommes d'argent importantes, il y avait là toute matière à intéresser des financiers. C'est sûr que les frères Laguina sont au courant de ça et jamais ils ne mentionnent ça dans leur récit. Autre élément qu'on ne nous dit pas. Cette histoire de fibres de noix de coco. Écoute, j'ai entre les mains toutes les analyses au carbone 14 qui ont été faites sur les fibres de noix de coco. Et c'est vrai que de la fibre de noix de coco qui a été trouvée à l'île aux Chênes. Mais cette fibre de noix de coco, écoute, elle varie selon les analyses au carbone 14. Ouais. C'est quasiment un jeu de dés, là. Choisis ce que tu veux, hein. Les analyses au carbone 14, et si je savais comment mettre un document PDF sur un site web, écoute, je la mettrais, mais écoute, les analyses varient de l'an 90 après Jésus-Christ jusqu'à l'an 1875 en matière de fibres de noix de coco. Et tout ça trouvé autour de l'île aux Chênes ou dans le puits. Donc, tu choisis ce que tu veux, tu comprends? Si tu veux faire à croire que c'est le trésor des Vikings, tu vas nous sortir l'analyse au carbone 14 et dire, regardez, on a une analyse au carbone 14 qui dit que la fibre de noix de coco date du 12e siècle. Oui, mais au côté, il y en a une autre analyse, la même fibre de noix de coco qui dit qu'elle date de 1850. Mais évidemment, celle-là, tu la perds, tu ne la mentionnes pas parce que ça vient un petit peu ébranler ton hypothèse de la découverte d'un puits creusé par les Vikings. Or, ça, c'est littéralement une manipulation d'informations. Les analyses au carbone 14, il y en a à peu près une dizaine qui ont été faites sur des fibres de noix de coco. Et les fibres de noix de coco, comment se sont-elles retrouvées à l'île aux Chênes? Ça, c'est difficile à dire. Je ne sais pas. Personne ne peut... On a avancé des hypothèses. Elle aurait peut-être été amenée par des navigants qui venaient d'Amérique centrale au 17e, 18e siècle. On le sait que des bateaux du 17, 18e siècle qui ont mouillé dans ces eaux-là, pas forcément des pirates, mais qui ont ramené de la marchandise qui venait d'Amérique du Sud, donc peut-être la fibre de noix de coco. D'autres ont émis l'hypothèse que la fibre de noix de coco aurait pu être amenée par des courants marins pour finalement échouer sur les berges du Monépite, sur les berges de l'île aux Chênes. Quoi qu'il en soit,
ce qui est important de retenir, c'est que les analyses au carbone 14 couvrent à peu près là, 1800 ans d'âge. Donc, tu choisis là-dedans la fibre de noix de coco qui fait ton affaire pour supporter ton hypothèse. Puis merci, bonsoir, tu es en business, comme on dit. Ouais, je veux juste revenir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, là. Tu sais, à un moment donné, ils ont des épisodes à faire. Faut qu'ils bâtissent une histoire sur ce qu'ils trouvent, mais s'ils trouvent rien, faut qu'ils s'arrangent pour trouver quelque chose. Donc, on nous détourne vers d'autres éléments, dont les fameuses pierres alignées, les ci, les ça. Autre chose que les frères Lagina ne nous disent jamais dans les émissions. Il y a des ingénieurs qui sont allés, puis c'est assez étonnant parce que l'un des frères Lagina a une formation d'ingénieur, donc il est bien conscient de cette problématique-là. Il y a des ingénieurs qui sont allés dans l'île, et si on se fie à la description que l'on fait, hein, je te le dis, là, l'idée des poutres de bois, toutes les 10 pieds, c'est excessivement contestable puisque ça ne fait pas partie des récits originaux. L'idée des canaux d'irrigation, passons à ces canaux avant d'aller sur l'autre problématique de l'occupation, mais les problèmes des canaux, ce qu'on ne nous dit pas, en 2005, la Woodhull Oceanographic Institution s'est rendue sur l'île. Ils ont fait des carottages et ils ont fait des scans en profondeur de l'île. Ces canaux n'existent pas. En fait, si l'eau s'amène dans le puits, c'est pas parce que des ingénieurs extraordinaires ont imaginé des puits pour inonder le puits central, c'est parce que l'île est faite de calcaire, et ce calcaire est fissuré. Que tu creuses n'importe quel trou dans l'île aux chênes, il va s'inonder. Que ce soit au nord, au sud, au milieu de l'île, si tu creuses un trou à partir d'un certain niveau, à partir de 20 ou 30 mètres, l'eau va s'infiltrer dans ton puits parce que au sous-sol, la roche est faite de calcaire, elle est fissurée et elle amène l'eau n'importe où dans le sous-sol. Donc, cette idée des canaux qui amènent l'eau à l'intérieur du puits, c'est un mythe. Il n'existe pas, ces canaux-là. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, et là, c'est bon, on nous montre des petits dessins, des graphiques. On les a jamais vus, ces canaux-là. On sait que l'eau est amenée dans le puits central et qu'elle a inondé le puits. Et là, on nous a imaginé qu'il devait y avoir des canaux au sous-sol qui avaient été creusés par des superbes génies d'engineering. C'est pas du tout ça. Le sous-sol, il est fait de cette manière-là. Quel que soit l'endroit où tu creuses un puits dans l'île aux chênes, il va s'inonder parce que le sous-sol est fait de calcaire. Et là, on a des travaux qui ont été menés par la Woodhull Oceanographic Institution. Je te rappelle que la Woodhull est l'une des plus importantes organisations de recherche océanographique au monde. Et c'est eux qui ont retrouvé, d'ailleurs, c'est sous leur bannière qu'on a retrouvé le Titanic en 1985. Robert Ballard est l'un des représentants de la Woodhull Oceanographic Institution. C'est sûr que les frères Lagina ont cette étude entre les mains. Pourquoi est-ce qu'on en mentionne? On n'en mentionne jamais le moindre extrait dans l'émission. Ben parce qu'évidemment, si je te dis que peut-être finalement, il y a peut-être personne qui a pensé à construire des canaux pour inonder le puits, ça rend l'affaire beaucoup moins fantastique. Autre problématique, des ingénieurs, à partir des années 70, se sont rendus dans l'île. Et ce qu'ils ont constaté que si on se fie au schéma populaire que l'on fait du puits, donc c'est l'idée que le puits descendrait à 150 mètres de profondeur, il y aurait ces fameuses plateformes en chaîne, toutes les 10 pieds, on aurait mis des coffres, etc. Quand les gens ont commencé à regarder ça, les ingénieurs ont dit, attention là, il n'existe aucune cache semblable dans le monde. Hein. Les pirates, dans certains cas, il y a certains pirates qui ont fait des caches au trésor relativement complexes, mais rien d'aussi complexe que ce que l'on retrouve selon la vision, hein, je le dis bien, selon la vision populaire qu'on imagine du puits. Donc, il n'y a rien d'aussi complexe. Et pour faire un truc comme ça, écoute, dans les années 70, un type, Rupert Furneaux, il s'était rendu sur place avec des ingénieurs et ils ont fait un travail pour évaluer en nombre de travail, heures, hommes, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour faire le puits. Et on parle de 500 hommes travaillant 12 heures par jour pendant 6 mois pour aménager le puits tel qu'on l'imagine, hein, qui descend à 150 mètres de profondeur avec ses fameuses plateformes, les canaux d'inondation, tout ça. Donc 500 hommes travaillant 12 heures par jour, 6 mois. C'est une occupation importante. Or, ce que les frères Lagina ne nous disent pas et que personne ne nous dit, c'est on n'a jamais découvert sur l'île aux chênes
la moindre trace d'une occupation massive. Avant l'avènement des chasseurs, l'arrivée des chasseurs de trésors, au début du 19e siècle, donc en 1803, il y avait eu quelques personnes qui avaient vécu sur l'île étaient, quelques insulaires, là, qui étaient venus du continent, mais il n'y avait aucune trace qu'aucun groupe avait fait une occupation massive sur l'île, ce qui aurait été obligatoire pour creuser une cache comme celle-là. Les frères Laguina sont au courant de ça, mais ils n'en parlent jamais. Autre élément qu'on nous mentionne jamais, la cache est invraisemblable. Si c'est une cache au trésor, un trou au pied d'un arbre aurait suffi. Quand les pirates cachaient leurs rapines de cette manière-là, l'idée était éventuellement de les récupérer. Tu creuses pas un trou à 250 pieds de profondeur pour cacher un coffre. C'est invraisemblable. C'est ridicule. Tu pourras pas le récupérer. Donc, la seule raison, bien sûr, c'est que si cette cache-là est une cache de quelque chose, la personne qui l'a mis là, il voulait s'assurer qu'on ne pourrait jamais le récupérer. Mais si on voulait jamais le récupérer, il n'était pas nécessaire de creuser une cache comme celle-là. Que faisaient les gens au 15e, 16e, 17e siècle quand on voulait se débarrasser de quelque chose qu'on retrouverait jamais? On le jetait par-dessus bord des bateaux. Puis c'était clair qu'on le retrouverait jamais. Fait que ce soit le Saint Graal, l'Arche d'Alliance ou n'importe quoi, si on voulait s'assurer que ce que l'on cachait, on le retrouverait jamais, les gens se seraient jamais donné la peine de creuser un trou comme celui-là. Ils l'auraient simplement jeté par-dessus bord. Donc on a un problème sur l'objectif de la cache. Si c'est une cache au trésor, c'est invraisemblable. Et si c'est une cache pour cacher quelque chose qu'on ne retrouvera jamais, c'est invraisemblable aussi. Donc, on est ici dans une espèce de je vais utiliser l'expression anglaise, c'est une espèce de catch-22 où tu n'arrives pas à t'en sortir parce que ça n'a pas de bon sens. Ensuite de ça, ce qui m'agace un peu dans cette histoire de l'île aux chênes, c'est que les frères, et là, je te donne, c'est vrai, je le sais, j'ai fait moi-même de la télé, je comprends que ces gens-là ont des épisodes à remplir, mais moi, comme journaliste, je regarde ça, je suis pas là pour dire c'est une bonne émission ou pas une bonne émission, j'essaie de regarder simplement la valeur ou l'acuité de l'information qu'on nous donne. Et déjà de voir d'émission en émission des informations qu'on nous cache, qui viennent un peu ébranler l'idée qu'on pourrait se faire de cette fameuse cache au trésor. L'autre élément qui est un peu agaçant, c'est de voir les frères Laguina, qui semblent être des gens intelligents, de voir ces gens-là accueillir n'importe quelle hypothèse absurde. Là, tu te dis, écoute, là, quand quelqu'un débarque à ta porte puis vient te dire, moi, je pense que c'est le trésor de Moctezuma, des Incas, des Mayas, là, tu te dis, écoute, moi, tu t'étonnes que cette personne-là n'éclate pas de rire, là, parce que ça n'a pas de sens. T'sais, là, quelqu'un peut dire n'importe quoi, là, mais le trésor des Aztèques, peux-tu raisonnablement imaginer, comment peut-on accepter que quelqu'un vienne me raconter une salade comme celle-là, que les Aztèques auraient mis leur trésor, d'abord, ils n'avaient pas les moyens de naviguer de façon aussi soutenue, ils auraient quitté l'Amérique centrale, le Yucatan, pour remonter jusqu'en Nouvelle-Écosse, alors que le Mexique, premièrement, a une première frontière avec les États américains du Sud, le Nouveau-Mexique et le Texas. Il faudrait plutôt commencer par regarder de ce côté-là. Et justement, on a dans cette région-là des Autochtones, les Anasasis, qui est le seul peuple autochtones d'Amérique du Nord qui ont construit avec de la pierre, comme le faisaient les peuples d'Amérique centrale. S'il y a eu un contact quelque part, je ne dis pas qu'il y en a eu un, mais s'il y a eu un contact quelque part entre les Incas et des peuples, ou pas les Incas, pardon, mais les Mayas et les peuples plus au nord, je commencerai à regarder du côté des Anasasis. J'irai pas chercher dans une île en Nouvelle-Écosse. C'est une absurdité. Et on a vu défiler au cours des saisons des gens qui sont venus présenter des fantasmes tout à fait absurde. Et on nous les présente dans un épisode au complet. Là, on laisse un individu pendant 46 minutes nous déblatérer ces absurdités sur comment les Mayas ou les Incas ou les Aztèques auraient pu amener leur trésor pour aller le cacher quelque part sur une île en Nouvelle-Écosse. C'est absurde. On prend les auditeurs, les téléspectateurs pour des imbéciles. Et ça m'agace énormément. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ce qui est agaçant également,
c'est que comme on trouve rien dans le puits, à part de « wow, on a trouvé un bout de bois, wow, on a trouvé une roche », là, on commence à diluer la sauce en nous disant « ben ouais, mais à l'autre bout de l'île, il y a 3 roches enlignées, ça doit être ça le trésor, ou ça doit être une indication vers le trésor. Puis si c'est pas ça, ben peut-être que le trésor est caché dans le marécage, ou peut-être que le trésor est caché sur un autre terrain ailleurs. Ben c'est ça. Peut-être que le trésor est caché à Montréal aussi, peut-être qu'il est caché à Québec aussi. » Ça devient une espèce de foire à n'importe quoi. Et ça m'agace beaucoup qu'on alimente une émission de télé alors que c'est une histoire intéressante, l'histoire de Oak Island. Tous les gens qui se sont succédés dans cette île, les recherches qui ont été faites, on pourrait faire venir des géologues, on pourrait s'appuyer sur des documents qui sont étoffés, les analyses, que disent justement les analyses au carbone 14 des fameuses fibres de noix de coco? Est-ce qu'on peut revoir un peu les travaux qui ont été menés par la Woodhull à propos de la Woodhull Oceanographic Institution sur ces fameux canaux d'irrigation? S'il n'y a pas de canaux d'irrigation et que l'inondation du puits ne se fait que par une espèce d'écoulement des eaux à l'intérieur du sous-sol, écoute, ça vient changer la donne énormément. Et tous ces éléments-là m'agacent beaucoup. Ce qui fait que pour moi, l'émission de la malédiction de l'île aux chênes, c'est presque devenu la malédiction du téléspectateur qui, semaine après semaine, se laisse entraîner dans des hypothèses fantaisistes pour expliquer finalement quelque chose qui, au départ, n'était peut-être pas aussi fabuleux qu'on a voulu le faire croire. Mais quand t'as un filon, puis tu payes pour exploiter ce filon-là, puis tu te rends compte que les gens commencent à s'intéresser, ben tu veux faire le plus d'argent possible. Oui, et c'est justement là, moi si j'essaie de regarder ça du côté du producteur de télévision, le côté du réalisateur, le côté de la chaîne qui diffuse cette émission-là, je me dis, c'est un succès. C'est un succès. Cette émission-là en est à sa 7e saison. On n'a rien trouvé. Il y a peut-être rien à trouver dans ce puits-là. Si on fait fi des recherches qui ont été menées de manière rigoureuse, qui malheureusement dégonflent un peu la balloune, c'est-à-dire que les récits originaux de Daniel McGuinness ne parlent pas de ces fameuses plateformes de bois, les travaux de la Woodhull ne parlent pas de canaux d'irrigation, la fibre de noix de coco, ça vaut pas grand-chose. Donc finalement, tu viens de dégonfler un peu le mythe, là. Et à partir de là, si tu peux mettre ça sous la table, tu enterres ces histoires-là, et tu ne fais que t'alimenter à partir de la légende de l'île aux chênes, ben évidemment, tu as tout à fait raison, c'est un succès. Les gens sont là saison après saison. L'émission est bien tournée. Il y a on a un bon suspense, C'est, oui, OK, la semaine prochaine, on va descendre dans le puits. Puis là, tu veux voir, la semaine prochaine, vont-tu descendre dans le puits? Puis ils vont-tu trouver quelque chose? Là, il y a rien. T'as-tu du poil de noix de coco quelque part? Puis là, il analyse la noix de coco, puis là, t'arrives, puis tu sortes une analyse, notre nouvelle hypothèse, c'est que ça serait le trésor du pirate machin truc Drake au 15e siècle, puis ça tombe bien. On a une analyse de fibre de noix de coco qui nous dit qu'elle date du 16e siècle. Donc, ça correspond. Ouais, mais on en a une aussi qui dit que la noix de coco date de 800 ans, là, tu sais. C'est n'importe quoi. Christian, on fait une courte pause, on revient rapidement. OK. Radio X Files. Radio X. L'Extra. You're unbelievable. Un bon mélange de tes hits, des tunes de char et de party. L'Extra. Si c'est bon, on le joue dans l'Extra. Dites oui à l'Extra. L'Extra. Samedi et dimanche, 16h. Radio X. Marceau le soir, une présentation du Bistro-Bar L'Atelier. Venez découvrir notre nouveau menu entièrement renouvelé. Vous serez renversé. L'Atelier sur Grande Allée. Chez Tim Hortons, doublez votre plaisir en obtenant 2 petits matins classiques pour seulement 5 $ et savourez-les à toute heure du jour sur notre menu déjeuner en tout temps. 2 petits matins classiques pour 5 $, c'est pour une durée limitée chez Tim. Taxe en su, certaines conditions s'appliquent pour une durée limitée dans les restaurants participants. Le vendredi 13 septembre, c'est le 10e Grand Prix cycliste de Québec. La tenue de cet événement gratuit entraînera d'importantes modifications à la circulation dans les rues du circuit. Pour prévoir vos déplacements, visitez ville.québec.qc.ca/Grand Prix cycliste. Un message de la Ville de Québec. Expo de Nakona, c'est vraiment gratuit? Oui, jusqu'à dimanche, Desjardins présente l'Expo de Nakona. 150 kiosques d'exposants, un chapiteau country, un immense parc de manège et des spectacles gratuits sur la scène Loto-Québec. L'Expo de Nakona, jusqu'à dimanche. Et oui, l'entrée est vraiment gratuite.
Bon, tout le monde est là? Trouvez-vous un siège, on va commencer la réunion. Mesdames et messieurs, ici votre agent de bord Air Transat. Hein? En parlant de siège, vous feriez mieux de vous trouver un siège dans l'un de nos avions. Comment ça? Parce que c'est le seul de siège d'Air Transat. Cet hiver, partez dans le sud pour aussi peu que 499 $ si vous réservez d'ici le 10 septembre. Bon, ben, c'est ce qui m'a fait à la réunion. Merci tout le monde. Bonne décision. Maintenant, rendez-vous sur airtransat.com ou appelez votre agent de voyage. Des conditions s'appliquent. Air Transat, ça sent les vacances. Choix 98.1. Choix. Radio X. Avant, maintenant, tout le temps. À Québec, c'est toujours Radio X. L'original. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Il reste encore quelques minutes à l'émission. On va revenir un petit peu sur les actualités de la semaine, Christian, si tu le veux bien. Ouais, attends, Julien, tu me permets de faire une précision. Ben je oui, t'ai vas-y. mentionné dans notre conversation, j'étais enflammé dans ma conversation. Je t'ai dit que les travaux de la Woodhull Oceanographic Institution dataient de 2005. J'ai le rapport entre les mains. Il date en fait de 1995. Donc, depuis 1995, on a clairement établi que les canaux d'inondation qui seraient artificiels et qui apporteraient de l'eau à l'intérieur du Monépite, du puits de la Fortune, ces canaux-là n'existent pas. Ce sont des formations naturelles qui font ça. Et ensuite, j'ai mis sur le site de Radio X-Files la fameuse épée romaine. J'ai choisi volontairement là, en position 1 une photo de l'épée romaine où on voit justement dans un reflet de verre Marty Lagina, donc qui montre bien que c'est une image c'est la fameuse épée qu'on nous a présentée à l'émission de la malédiction de l'île de Oak Island. Et en dessous, je t'ai mis sur un site là, de vente en ligne en Italie, là, à Rome, la fameuse épée qu'on peut se procurer pour quelques euros seulement. Et comme je l'ai mentionné, il m'a fallu quelques minutes à peine pour trouver ça. Et je t'ai mis ensuite côte à côte les deux épées. On voit bien que c'est exactement la même chose. Il y a même une déformation un peu dans la pointe de la lame qui montre que c'est le même moule qui a fait les deux épées. Mais comment on peut acheter une épée comme ça sur Internet puis que ça peut se retrouver sur Oak Island? Moi, je pense que le type qui est arrivé, parce que quand tu regardes l'épisode, le type arrive, écoute, c'est presque loufoque, le type arrive, et là, ils sont tous réunis dans ce qu'ils appellent leur QG. Ils sont là, le bonhomme arrive, il s'assoit, et là, il défait une espèce de couverture, et l'épée est dedans. Et là, il dit, c'est mon père qui a trouvé ça au large de l'île. Bon. Et là, tout s'entraîne autour de ça. Le type est en train de lui... Bon, est-ce que le type raconte vraiment une histoire qui lui a été racontée? Est-ce que c'est vrai que son père lui a raconté cette histoire-là et lui ne fait que la colporter? Ou est-ce que le type a entièrement inventé cette histoire-là et les frères Lagina se sont montrés un peu naïfs à croire ce récit-là? Je peux pas le dire. Quelle est la motivation du bonhomme derrière ça? Je ne sais pas. Est-ce que tout ça... Puis il faut quand même se dire, hein, j'en ai fait assez de la télévision pour savoir que ce que les gens voient à la télé, c'est malheureusement scénarisé. Hein. Ça se passe pas live, là. Hein? Y a pas le gars qui arrive là, pendant que le caméraman n'a pas la caméra sur le bras. Y a pas le gars qui arrive avec son épée qui présente ça au frère Lagina. Là. Ouais. Ça a été stagé d'avance. Là. On le sait exactement ce qui va se passer. Donc, ça se fait, et là, bon, on part avec l'épée, et là, on nous entretient une espèce de mythe autour de ça. Moi, je me dis, bon, ça me paraît invraisemblable. Je peux me tromper, là, mais ça me paraît invraisemblable que personne... On a toute une équipe de production qui est là. Puis ces gens-là, on le voit, ils ont des équipements là, qui sont sophistiqués, ils ont des ordinateurs. Je peux pas croire qu'il n'y en a pas un, quelque part, qui s'est dit, tiens, c'est beau ton épée, là, mais je vais regarder, là, je vais faire une petite recherche, là, tu sais, Google photo, tu sais, puis là, je vais rentrer le mot-code, admettons, là, antique, vintage, Roman sword. En faisant ça, immédiatement, il aurait vu l'image, il aurait dit, écoute, mon petit bonhomme, la patente que tu me proposes, là, est en vente sur YouTube, là, pour 30 €. Merci, bonsoir. Christian, c'est maintenant tout le temps qu'on avait. On parlera d'Alex Jones vendredi prochain. Alex Jones vendredi prochain, absolument. Trop émoustillé ce soir. Ouais, j'étais enflammé. Bon week-end, puis on se jase vendredi. Oui, toi aussi. Allez, bon week-end. Radio X. Radio X. Expo de Naco.
C'est vraiment gratuit? Oui, jusqu'à dimanche, Desjardins présente l'Expo Donnacona. Et c'est toute une édition. 150 kiosques d'exposants, un chapiteau country, un immense parc de manège et des spectacles gratuits sur la scène Loto-Québec. Jeudi soir, Salle Barbe avec Jean-François Brault et Jonathan Pinchot. Vendredi soir, Rock Voisine et La Chicane samedi soir. Sur la place des manèges le dimanche, ne manquez pas Pat Patrouille et leurs amis en après-midi. À 20 minutes de Québec, l'Expo Donnacona jusqu'à dimanche. Et oui, l'entrée est vraiment gratuite. Pourquoi tu joues au Ouija avec une toge orange en position de yoga? J'essaye de voir l'avenir de notre futur véhicule d'occasion. Pas besoin, chérie. On a l'esprit tranquille avec des véhicules d'occasion certifiés Chevrolet Buick GMC. Regarde ça. Ils offrent une inspection en plus de 150 points, une garantie et une assistance routière certifiée. En plus, on obtient 0% de financement à l'achat jusqu'à 24 mois sur les modèles sélectionnés. Les véhicules d'occasion certifiés Chevrolet Buick GMC... Je me sens bien. Lâche ta boule de cristal puis va voir le concessionnaire GM pour les détails. En 2019, levons glorieusement notre fourchette pour rendre hommage au bon goût de chez Ashton. À nos folies, nos gourmandises, nos gâteries, puis à tous ceux qui, comme nous, sont amateurs de la poutine qui fait la fierté de Québec. Chez Ashton, bon à tout coup depuis 50 ans. C'est la porte ouverte Home Sweet Home chez La Prise. Les maisons et chalets Home sont de retour avec 4 nouveaux modèles et un concept unique de préfabrication pod rapide à installer. Ce week-end de 10h à 16h au 2372 Amel à Québec. Home Sweet Home. Détails sur maisonlaprise.com, section Home. Planifiez vos rénaux avec Laurando. Visitez-nous en boutique et découvrez nos promos. Laurando Portes et Fenêtres à Québec, Lévis, Beauport et Montmagny. Demandez une soumission en ligne sur laurando.com. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Marceau le soir, une présentation du Bistro-Bar L'Atelier. Venez découvrir notre nouveau menu entièrement renouvelé. Vous serez renversé. L'Atelier sur Grande Allée. Aujourd'hui, on se paye la fête. Oui, aujourd'hui, on se fait plaisir. Ratos Pizzeria. Ce mois-ci, faites-vous plaisir avec notre fameuse grosse poutine format 9 pouces à 13,99 $. Sa généreuse portion de frites et de fromage saura combler votre appétit.